McCarty draws. McCarty in. McCarty scores! A magnificent goal! Darren McCarty! Tavares backhand towards the goal. Loose puck. Everybody scores! Tie game! Can you believe it? It up the wall. Tullamore went down. Taylor the shot. Redirected. Score! Game 7! Martin St. Louis! We are going back to Tampa Bay! And Foley trying to clear it. Ball shoots. Niedermeyer hold. Shoots one! And it's knocked down. Scramble! Score! Marshall! And overtime! The Devils win it! Glassman moving. Blue line chance. Scores! Steve Eisenman! Into the zone. Sikora kicked it out. Got it back. Near side Korea. Korea. The fans want one. Scores! Off the floor! On the board! Paul Korea! Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans votre podcast, le seul podcast 100% français et surtout 100% consacré à l'actualité de la Ligue nationale de hockey nord-américain. Alors ce soir, c'est déjà l'épisode 6 et oui déjà ça passe relativement vite et comme à l'accoutumée, on a énormément d'informations, de news, voire même de questions autour desquelles on va pouvoir discuter pendant plus d'une heure ce soir. Alors vous les connaissez maintenant bien. Mes deux compères Julien et Erwan qui co-animent avec moi le podcast depuis sa création sont bien entendu là ce soir. Honneur aux aînés ce soir. Salut Erwan, j'espère que ça va bien de ton côté. Salut Fabrice, salut Julien, mais écoute ça va très bien, ravi de vous retrouver tous pour ce petit podcast. Parfait tout ça, je me tourne vers Julien. Julien, j'espère aussi que de ton côté ça va bien ce soir. Salut les gars, écoute ça va très bien, ravi de prendre part à ce nouveau podcast. Allez on attaque dès ce soir le podcast numéro 6, ça va être un podcast donc d'avant fête de Noël puisque oui Noël arrive à grands pas. Et vous le savez bien, qui dit Noël dit bien entendu Ligue nationale de hockey. Le hockey n'a pas meilleure résonance qu'à l'approche de Noël. Beaucoup de questions, beaucoup de débats dès ce soir auxquels on va s'attarder. Vous connaissez maintenant le découpage du podcast. 3 parties comme les 3 tiers temps d'une partie de hockey, j'ai envie de dire. Première partie consacrée aux news. Deuxième partie consacrée au débat où ce soir on va avoir 2 débats assez particuliers, notamment un qui va s'articuler autour de l'arbitrage en NHL et plus particulièrement le challenge coach qui a été introduit maintenant 2 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Et on va s'intéresser à une franchise sur laquelle on avait déjà débattu en début de saison et sur laquelle je pense, et nous pensons même tous les trois, il faut faire un focus dès ce soir. Ce sont l'Avalanche du Colorado qui vit des moments assez compliqués en ce début de saison. Et enfin on terminera, vous en avez l'habitude, par vos questions sur les auditeurs auxquelles on répondra très précisément ce soir. Vous avez le programme, vous avez les cartes, c'est le podcast numéro 6, ça commence bien entendu tout de suite. Allez, c'est la première partie du podcast qui commence tout de suite et vous en avez l'habitude maintenant. Cette première partie est consacrée aux dernières news de la Ligue nationale de hockey nord-américain. Et comme à chaque numéro, chacun d'entre nous allons nous intéresser à une news particulière qui a retenu notre attention durant les derniers jours. Et une fois n'est pas coutume, on commence avec Erwan ce soir qui va nous présenter une news et qui va nous parler de ces chers et tendres Flyers qui actuellement sont dans une streak de victoires absolument hallucinante. On a même battu des records du côté de Philadelphie, n'est-ce pas Erwan ? Ouais, effectivement, on a nos amis de Philadelphie qui sont vraiment très très chauds. Alors c'est vrai qu'on ne pensait pas qu'ils seraient capables de faire aussi bien, enfin du moins sur une longue série comme ça dès le début de saison. Mais ils ont été un petit peu coup-ci coup-ça sur le départ. Et puis là, ils sont sur une série de victoires de 10 victoires consécutives, ce qui est assez énorme. C'est vraiment la manière qui impressionne parce que souvent ils ont gagné des matchs vraiment un petit peu à l'arrache, ils ont souvent été menés au score, ils sont revenus gagner, ils ont toujours réussi à trouver un moyen pour passer et au final on est rendu à 10 victoires consécutives, donc ce qui nous place Philadelphie au 3e rang de la division métro pour l'instant, donc juste derrière Pittsburgh et les Rangers. Donc les Rangers dont on parlait la dernière fois et qui étaient vraiment chaud patate et là ils se retrouvent juste à 2 points derrière avec le même nombre de matchs joués, 32 matchs chacun.
Donc on est à 43 points pour les Rangers et 41 pour Philly. Donc ils commencent vraiment à faire le trou sur les années poursuivantes. Donc grosse série en cours côté Philadelphie. Ce qui les plombe un petit peu, c'est pour l'instant c'est aussi le goaltending. Enfin, ce qui les plombait avant la série, c'est le goaltending et puis la défense qui était vraiment aux abois. Et puis là, en fait, depuis la blessure de Miral Nevers le retour en grâce entre guillemets de Steve Mason, qui a retrouvé le filet et pour longtemps, il a aussi du coup retrouvé du rythme. Et ça se sent vraiment, il est beaucoup plus affûté, il a pris les choses en main et il a été du coup nommé première étoile de la semaine sur la dernière semaine de novembre, si je ne m'abuse. Donc un bon gros retour de Steve Mason qui fait énormément de bien, qui a sauvé la baraque pas mal de fois. Et on peut aussi noter d'ailleurs les 2 belles performances du troisième gardien, donc Anthony Stolarz, le jeune Anthony Stolarz, qui a fait 2 départs pour laisser souffler un peu Mason et qui a signé 2 victoires. Donc ça c'est aussi assez prometteur, donc ça c'est bien. Et donc on a vraiment Philly qui fait un très très beau run, bien porté aussi et bien aidé par le retour au top de Jakub Voracek, qui était un petit peu dans le champ l'année dernière avec une saison vraiment complètement dans les abîmes après sa très grosse saison à 80 points, et là il est reparti sur les bases de sa saison précédente et ça nous sauve énormément, ça c'est certain. Donc Jake là il en est à 33 points sur 32 matchs, donc il était deuxième de la ligue l'autre jour, il a été dépassé un petit peu, donc il est numéro 3, numéro 4 au compteur général, mais c'est déjà très fort. Claude Giroux est juste derrière avec 30 points aussi, et Wayne Simmons qui est notre gros buteur spécialiste en powerplay qui est à 16 buts et 29 points, donc c'est vraiment les 3 grosses locomotives de l'affaire qui font vraiment beaucoup de bien. Donc Philly, ouais, c'est un peu la grosse news qui sur 10 matchs sans défaite, 10 victoires consécutives. Ils vont tenter d'aller chercher une 11e demain soir à Dallas. Et bon, ce sont des records qui sont là, on touche quasiment à des records de 1985, je crois, qui est la plus longue série des Flyers, qui était de 13 matchs. On va voir si Philly arrive à aller matcher ce vieux record de l'ère de Dave Poulin, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une grosse performance pour l'instant, et toute l'équipe travaille très très fort. Les jeunes sont aussi à la fête avec Konechny, avec Provorov qui devient vraiment très très fort là sur les derniers matchs. Il a quasiment mangé 24 minutes de temps de glace sur les derniers matchs. Et c'est vraiment Axtell lui fait extrêmement confiance et c'est très très prometteur. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Philly, ça va pas mal. Et juste du coup pour glisser un petit peu sur la division métro, puisque c'est la division de Philadelphie. On voit vraiment que la métro est en train de prendre le pouvoir un petit peu à l'est, avec une vraie boucherie entre Pittsburgh, les Rangers, Philadelphia, Columbus, Washington. Ça se tire dans les pattes. Les 2 wildcards sont pour l'instant tenus par Columbus et Washington. Donc vraiment l'est reprend un petit peu le pouvoir, retrouve des couleurs par rapport à l'ouest, et ça c'est aussi de bon augure pour les playoffs, parce qu'on a tellement été assommé par l'ouest sur les dernières saisons que ça fait du bien de voir l'Est repoindre le bout de son nez de manière assez franche, et avec un espoir peut-être de ramener la coupe. Donc ça c'est aussi la bonne nouvelle. On espère que la séquence va se poursuivre, parce que la domination va revenir un petit peu, que le shift va se faire un petit peu vers l'Est. Moi, j'ai envie de dire, les équipes de l'Est ont l'air vraiment de s'engouffrer dans la fac qu'a créé Pittsburgh l'an dernier en gagnant la Cup, puisque tu l'as dit, là, ces 5 équipes se tiennent tous en juste 4 points, ce qui est quand même assez hallucinant. Et ça nous promet en effet une sacrée boucherie, quand on sait surtout que ces équipes ne se sont pas pour le moment beaucoup rencontrées. Et donc on devrait avoir quelques matchs croustillants d'ici quelques jours entre les Pittsburgh, les Rangers, les Flyers, Blue Jackets ou autres Capitals. Julien, une réaction peut-être sur cette streak des Flyers ? Erwan a tout dit. Je pense que surtout, il l'a dit également, c'est le retour en forme de Mason. On l'a vu au début de saison, les Flyers n'allaient pas bien parce que leur gardien et la défense étaient bancables. Ils jouaient sur les 2 tableaux avec Nevers et Mason. J'ai envie de dire que peut-être la blessure de Neuwirth, ça a été on va pas dire salvateur, mais ça a peut-être permis à Mason de se libérer. Et derrière, il retrouve son efficacité devant le filet. Et puis, il l'a dit également, les jeunes qui prennent petit à petit le pouvoir, l'expérience au fil des semaines se crée, et ça devient des joueurs qui comptent parmi l'effectif de Philly. Le petit Travis Konechny en attaque, il m'impressionne.
bourré de vitesse. C'est vraiment un joueur très très beau à voir. Après Provorov, Ghost en défense, ça reste aussi ça reste solide. J'ai été au début un petit peu sceptique parce que Erwan nous en avait fait beaucoup d'éloges de la part de Provorov. Au début de saison, j'étais pas aussi convaincu. Et puis au final, il me fait mentir petit à petit. On le voit qui prend de l'assurance. Et puis, comme le dit Erwan, il a de plus en plus de temps de jeu à l'heure actuelle et ça se ressent sur les prestations des Flyers. Bon, après, il est sur une moyenne de 20 minutes 45 par match, ce qui pour un rookie est quand même énorme en défense. Et il est actuellement à 3 buts, 11 assists, 14 points. Bon, un petit moins 2 à côté, mais bon, pour un rookie, c'est pas non plus normal en défense. Il est quand même à 14 points en 32 matchs. Donc il est quand même sur une rythmique de plus de 35 points pour sa première saison. Et c'est vrai qu'il impressionne vraiment. Il impressionne vraiment. Après, moi, je voulais surtout revenir et surtout te poser une petite question un peu plus particulière, Erwan, sur Philadelphie, parce que quand on regarde un peu leur ratio de buts et de buts encaissés, la partie but encaissé n'est pas très sexy quand même du côté de Philadelphie, alors tout en sachant qu'avec la partie victoire qu'il a là depuis 10 matchs, bien entendu, le nombre de buts encaissés tend à diminuer. Mais comment on pourrait expliquer en fait du côté de Philadelphie qui est, j'ai envie de dire, un peu une coupure là dans leur début de saison entre une première partie de saison où en effet la défense n'était pas forcément au rendez-vous et où Mason prenait beaucoup de buts, et maintenant depuis quelques matchs où on se rend compte que l'équipe de Philly ne prend pas plus de 2 buts par match, à part un match contre Edmonton, si j'ai bon souvenir, où ils en ont pris 5. Hormis ça, Philly devient une équipe vraiment très sûre défensivement. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que l'équipe soit aussi performante maintenant ? C'est assez difficile à dire. On a l'impression qu'il y a eu un petit déclic quelque part après la blessure de Nevis. On sait aussi que Mason est un gardien qui a besoin d'avoir beaucoup de caoutchouc. Comme on dit dans le jargon, il a besoin d'avoir beaucoup de rondelles dans la tronche pour performer. Il y a des gardiens qui au contraire peuvent être très peu sollicités et qui performent très bien là-dessus, et d'autres qui ont vraiment besoin d'avoir beaucoup de shoots pour se sentir en confiance et pour performer. Et Mason est l'un de ceux-là. Donc au final, après qu'il ait réussi à avoir aussi plusieurs départs de rang et de retrouver un peu sa confiance et d'être un peu plus sharp avec sa mitaine, avec sa crosse, etc., ça a donné un petit matelas de confiance à toute l'équipe. Et ça s'est resserré un petit peu comme ça. Alors la défense a pris aussi plus d'assurance. Provorov au fil des matchs a arrêté de faire un petit peu ses bourdes de junior. Mais bon, c'était attendu, hein, personne ne l'a blâmé. Il découvre le haut niveau, il a fait le saut direct, hein, il est pas passé par la case AHL, donc il est venu directement de la WHL vers la NHL, ce qui est déjà un gros saut parce que la WHL déjà c'est on va dire la troisième ligue entre guillemets de junior canadien en termes d'impact et de qualité. Donc il a fait déjà un gros saut. Donc au début, il s'est vite rendu compte effectivement qu'il pourra plus faire les petits zigzags qu'il faisait au départ et les petits jeux qui marchent en junior mais qui marchent plus en NHL. Et depuis qu'il a commencé à prendre en compte tout ça, il est plus assuré, plus mature, il fait plus attention, il est plus décisif. Ça contribue aussi à stabiliser pas mal les choses. Et puis oui, derrière on a Radko Gudas et Manning qui font du bon boulot aussi. McDonald qui est toujours McDonald quoi, qui est un peu misérable quoi, on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas top. Le retour de Michael Dezzotto a aussi fait beaucoup, même si au début les premiers matchs il en a quand même pas mal arraché, mais bon, il revenait de quasiment un mois et demi sans jouer, donc gros manque de rythme. Et là il rattrape un peu le temps perdu et il en est déjà à 9 points en 15 matchs, donc c'est pas mal aussi. Donc son retour a fait beaucoup de bien aussi. Maintenant qu'il retrouve le rythme, on a quand même 3 paires défensives qui sont plus solides, mieux équilibrées. Donc ça aide beaucoup. Mais je pense qu'effectivement le gros turnaround, c'est le retour en forme de Mace, qui a vraiment déclenché un peu tout. Et là les gars ils se sont dit c'est bon, on a enfin quelqu'un qui arrête les rondelles derrière, on peut jouer un petit peu plus libéré. Mais quoi qu'il arrive, si on veut faire un run en playoff qui tient un peu la marée et tenir un peu la boutique comme ça, il faudra resserrer un peu plus les boulons, parce qu'effectivement on a un différentiel de but qui est pas encore assez fort pour tenir. On peut pas non plus jouer avec le feu sans arrêt. Là, on est juste un pauvre, on est cinquième rang de la ligue, mais on a un différentiel de plus 8. Donc 105 buts marqués, 97 à encaisser. Là où les Rangers sont en plus 36 et Montréal plus 28 ou Pittsburgh plus 21. Donc fatalement, il faut se resserrer un peu les boulons, et puis parce que en attaque, c'est quand même assez prolifique. On est quasiment une des meilleures attaques de la ligue. Je crois la deuxième. Donc il faut
Il faut resserrer un peu les boulons. Voilà. Donc ça va venir. Mais ouais, je pense que c'est vraiment le retour en grâce de Steve Mason qui a déclenché un petit peu le tout, qui a remis un peu tout le monde sur les rails. Très bien. Maintenant, on va passer à la news de Julien pour ce podcast numéro 6. Alors, Julien, tu as voulu t'intéresser au All-Star Game, étant donné que voilà, les votes sont ouverts depuis maintenant, début décembre, pour sélectionner, et bien entendu, si vous en avez envie, les joueurs qui pourront participer donc, au All-Star Game qui se déroule cette année du côté de Los Angeles pour les 100 ans de la NHL. Donc, tu as voulu t'intéresser à l'ouverture des votes côté All-Star Game et plus généralement, j'ai envie de dire, à la signification que prend le All-Star Game dernièrement. Ouais, tout à fait. Alors, la NHL continue de mettre en place ce All-Star Game. Ça fait partie du folklore américain, du sport US. Moi, ce que je constate maintenant depuis quelques années maintenant, c'est que ce All-Star Game, à l'instar une fois de plus des autres sports américains, décline tout simplement. Moi, je me souviens de l'époque des années 2000 où on avait les meilleurs joueurs européens dans une équipe face aux meilleurs joueurs nord-américains dans une autre, et où là, on va dire que c'était plus ou moins la guerre sur la patinoire parce qu'il y avait une certaine fierté, une certaine envie de démontrer déjà que les Nord-Américains ils disent voilà, vous êtes chez nous, c'est notre sport, vous êtes dans notre ligue, mais malgré tout, ça reste nous les patrons. Puis tu avais l'équipe d'en face avec qui était composée de Russes, de Slovaques, de Tchèques, qui disaient nous le hockey, ça c'est un sport aussi qui est de chez nous, et malgré tout, on va vous montrer que nous aussi on sait jouer. Donc il y avait une vraie rivalité malgré tout dans ce match-là, et c'était beau à voir, il y avait de l'engagement. Alors que maintenant, c'est la team des copains, il y a la team Taves face à la team Foligno. On se demande comment ces joueurs-là, comment ils construisent l'équipe. Il y a plus réellement un réel intérêt au sein de ce All-Star Game. Alors là, d'accord, les fans vont voter pour des joueurs, mais moi je vous mets ma main à couper que au moment où allez, une semaine, 15 jours avant, certains joueurs vont se trouver des blessures imaginaires pour éviter de faire ce All-Star, parce que malgré tout, il y a toujours des risques de blessures, et ça ferait chier de se blesser pour un match de gala, alors que derrière, il y a peut-être une possibilité d'aller faire les séries et d'aller gagner la Cup, et de ne pas participer à ça à cause d'une blessure connement arrivée pendant un match comme ça. Donc au final, on va se retrouver avec des joueurs de second couteau qui n'ont pas du tout leur place dans un match des étoiles. On va se rappeler l'année dernière où quand même le titre de MVP du All-Star Game, c'était quand même John Scott, quoi. Alors ok, l'histoire est belle, mais c'est tout simplement n'importe quoi. Enfin, le problème, c'est quand même que John Scott avait pu être sélectionné pour l'All-Star Game déjà, à la base. Déjà, bien sûr, mais pour en revenir par rapport à ça, c'est qu'il y avait énormément de blessés, donc on était revenu à aller chercher un mec comme John Scott, et ok, John Scott fait un match de folie au final le jour du All-Star, et puis c'est lui qui devient le MVP de ce match-là, quoi. Donc moi je trouve que on marche un peu sur la tête vis-à-vis de cet événement-là. Donc voilà, je sais pas, il y a peut-être un changement à avoir au niveau de la sélection des joueurs, parce que bien sûr, c'est plus au final, il n'y a pas forcément les meilleurs joueurs à l'instant T qui sont sélectionnés, c'est plus les chouchous des fans. Et puis peut-être revoir la façon dont on les sélectionne. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas des amendes à mettre aux franchises si les joueurs ne veulent pas venir et s'inventent des blessures? Est-ce que la véracité de la blessure, s'informer sur la véracité de la blessure pour être sûr que le mec ne vienne pas. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire pour rendre cet événement aussi important que ça l'est dans d'autres sports US. Et puis moi, j'aimerais revoir une team Europe face à une team nord-américaine. Je trouve que ça a tellement de gueule, et là, je pense qu'on retrouverait un réel intérêt et une réelle envie des joueurs de montrer, de montrer qui sont les meilleurs. Après, tu l'as bien noté, je pense. Le réel problème, c'est clairement la blessure dans ce genre de All-Star Game, étant donné que c'est un match pour rien. C'est globalement c'est uniquement du show. Alors hormis la skills competition qui a réellement un vrai intérêt, j'ai envie de dire, puisqu'on voit réellement la valeur des joueurs intrinsèque par des jeux d'habilité, où là réellement il y a un petit intérêt quand même qui est assez intéressant, mais le match en lui-même reste vraiment très anecdotique et emmerdant à souhait, quoi, j'ai envie de dire.
Tu rappelais le fait qu'auparavant, voilà, c'était une team Europe contre une team nord-américaine, puis par la suite on est passé conférence Ouest contre conférence Est. Il me semble aussi qu'auparavant on était l'Est. Auparavant on était division contre division, donc comme on l'est là actuellement. Après, on est passé à une formule où c'était des capitaines qui faisaient en gros une draft fantasy, c'est-à-dire que choisissaient les joueurs qu'ils voulaient. Enfin bref, j'ai l'impression que le problème aussi de ce All-Star Game NHL, c'est qu'il n'y a pas de stabilité, quoi. Tu as l'impression que tu passes 3-4 ans sur une formule, la formule plaît plus ou moins et on passe à autre chose. Et ce manque de stabilité prouve aussi que dans ce sport, je pense que le All-Star Game, qui est très développé dans tous les autres sports américains, n'a peut-être pas sa place, puisque un match de hockey sans contact physique, pour moi, ce n'est pas un match de hockey, c'est juste 10 types qui poussent un palais et qui essayent de foutre au fond d'une cage. Enfin voilà, hormis quelques beaux gestes qu'on a pu avoir dans des All-Star Games, ça reste généralement des matchs clairement sans intérêt, c'est purement du show, et voilà, je pense que le problème principal du All-Star Game en est là. Alors cette année, il y a encore un coup de com' qui est fait de la part de la NHL, c'est-à-dire que le match, pour la première fois depuis des années, va être diffusé sur une chaîne publique, une chaîne générale, j'ai envie de dire, américaine, qui est NBC, qui va diffuser ça sur son antenne principale. Est-ce qu'on essaye de faire encore du test pour voir s'il y a réellement un intérêt pour ce All-Star Game ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le problème est, je pense principalement que la NHL n'arrive pas à installer une formule pérenne et qui puisse satisfaire tout le monde. Erwan, ton avis peut-être sur l'All-Star Game ? Disons que ce All-Star Game a vraiment perdu en saveur, c'est ce que disait Julien, effectivement. Pour être très franc et très cru, c'est vrai qu'on se fait chier. Faut appeler un chat, on s'emmerde comme des rats morts. Je veux dire, moi, le premier, le match. Ce qui a le plus d'intérêt pour moi, ce sont effectivement les skills competition qui sont vraiment sympas à regarder, où il y a toujours du fun. Les mecs déconnent, où on a vu Subban avec une perruque pour imiter Jagger et son mulet. Enfin, voilà, on a vu des trucs sympas, assez funky, c'est cool. Burns en cheville, effectivement. Il y avait des trucs qui sont sympas. Après, le match en lui-même, c'est vrai qu'on s'emmerde comme des rats morts. Faut appeler un chat. Et ça mérite effectivement de trouver une formule qui puisse satisfaire un peu tout le monde. Alors, pour moi, j'aime toujours le All-Star Game quelque part. Je trouve qu'il est important. Je trouve que ça m'emmerderait un peu de le voir disparaître du calendrier, parce que c'est quand même une épreuve mythique et qui a sa place. Mais à titre personnel, je pense que tant que de toute façon qu'on laissera les fans voter, on aura des All-Star Games de merde, pour être franc. Je pense que la solution vient d'un comité de sélection indépendant qui se charge d'élire les meilleurs joueurs qui vont disputer la chose. Un peu comme pour les trophées, quoi, en somme. Oui, un peu comme les trophées, quelque chose qui soit en dehors des mains des fans, parce que, sauf tout le respect que j'ai pour tous les autres fans de NHL comme moi, etc., on a toujours comme une bonne bande d'idiots qui veulent voter juste pour leur joueur préféré et pas pour les meilleurs joueurs. Et ça, on aura toujours c'est ça le problème. Et tant qu'on aura ce différentiel-là, on se retrouvera avec des John Scott, alors malgré tout le respect que j'ai pour John Scott, avec des Rory Fitzpatrick à l'époque, etc., quoi. Donc c'est plus un All-Star Game, quoi. C'est un All-Favorite Game, et ça c'est plus tellement possible. Donc je pense que le salut de ce All-Star Game passe par changer cette formule. Déjà qu'on ait un comité de sélection qui se dise ok, les meilleurs joueurs c'est ça. Qu'on n'ait pas forcément des joueurs de toutes les équipes. Parce que même si marketingement c'est bien pour la NHL d'avoir au moins un mec de chaque équipe, mais je veux dire, si on a une équipe à la cave et qui a le meilleur pointeur, il a 15 points dans la saison, pourquoi est-ce qu'on dirait lui offrir une place au All-Star Game? Ça me paraît cool. Donc il y a cette formule à changer, et moi c'est ce que je changerais là, ce que je modifierais là, c'est sortir le vote des mains des fans. Même si ça créerait beaucoup de polémiques, mais au moins on aura peut-être les vrais meilleurs joueurs et qui seraient peut-être motivés aussi pour offrir un spectacle. Alors après, est-ce que switcher sur un autre format, Team Europe contre Team North America, comme il y avait au préalable, ce serait la solution? Je sais pas, mais ça serait sympa d'y revenir aussi à un moment donné. C'est vrai que c'était quelque chose qui était cool. Je me rappelle de All-Star Game 2003, il y avait ça. C'est vrai que c'était assez sympa, quoi. Où les mecs aimaient bien se mettre un petit peu dessus. Alors même si c'était pas trop physique, mais on sait tous que c'est pas le but non plus de ce match-là. C'est plutôt faire un étalage des talents, des skills, etc. On n'est pas là pour se mettre des boîtasses à la Scott Stevens, mais c'est vrai que si on pouvait retrouver ce petit esprit-là, de petite compétition sympa, de skills pendant le match en même temps, ça serait cool.
Après, à titre d'info, il y a les premières news qui sont sorties parce que tu parlais des votes concernant les votes. À titre d'info, donc sur la division Atlantique, c'est Carey Price qui mènerait l'annonce des votes. Sur la métropolitaine, ça serait Sidney Crosby. Sur la centrale, alors là, c'est vraiment le plus scandaleux, j'ai envie de dire, c'est Piquet Souban. Qui passe devant Patrick Laine, Patrick Kane et compagnie. Et sur la division Pacifique, c'est Connor McDavid. Plus Piquet Souban, apparemment. Depuis que Piquet Souban est parti de Montréal, les fans ne l'aiment plus, apparemment. Apparemment, en effet. Nos sources nous disent qu'ils ne l'aiment plus. Non. Ouais, donc c'est dire que voilà, il reste encore si quand même Piquet Souban reste un bon joueur, mais bon, il y a quand même du fait qu'il vote du public, il y a toujours du favoritisme qui est fait forcément. Bah, le placer devant un mec comme Pat Laine, franchement c'est une escroquerie quoi. Faut être honnête, à la limite, moi tu mets Tarasenko en première place. Là, c'est oui. Au il moins est en top 5 Tarasenko, mais bon, voilà. Les deux showman du bled dans cette division-là, c'est les deux, quoi. Ouais. Ok, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard sur ce All-Star Game, un peu plus tard dans cette émission. Moi, je vais enchaîner de suite sur ma news. Alors, j'ai voulu vous parler je vais un peu rebondir sur ce qu'a exposé Arwan tout à l'heure avec les Flyers et dans une plus large partie de la division métropolitaine. Puisque j'ai envie de vous parler des Blue Jackets de Columbus qui actuellement sont clairement en feu aussi. On en a parlé dans les 5 équipes qui dominent la division métropolitaine. Columbus est clairement l'équipe qu'on n'avait pas vu venir, qui sort du bois cette année. Ils sont actuellement 4e donc, de leur division métropolitaine, première wildcard à l'Est. Et cette équipe est vraiment très très séduisante actuellement, puisque elle compile déjà pas mal de points, donc elle a dépassé la 40aine de points, et surtout elle est tout en haut de toutes les stats équipes, alors ce qui peut être en termes de buts marqués, en termes de buts encaissés, bref, Columbus domine dans tous les domaines. Si je ne m'abuse, c'est même l'équipe qui a perdu le moins de matchs depuis le début de la saison régulière, avec seulement 5 petites défaites en temps régulier. Bref, Columbus est en train de faire un sacré push en ce début de saison. Alors c'est assez inattendu d'un certain côté, puisque voilà, l'équipe l'an dernier était à la cave, mais aussi puisque on a John Tortorella qui est aux commandes, un coach qui est souvent décrié pour sa manière de coacher un peu archaïque, et au final, cette saison, ça a l'air plutôt de cliquer du côté de Columbus, enfin en tout cas en ce début de saison. On a une très bonne attaque, on est à 3 buts 30 de moyenne marqués par match, on encaisse juste 2 buts 0,7 par match également. Enfin bref, tous les feux semblent être ouverts pour cette équipe de Columbus. Elle séduit énormément. Alors en termes de scoring pour les joueurs, c'est assez homogène de leur côté. Il y a bien sûr le petit Alexander Wenberg qui est dans sa 3e saison, qui continue sur sa lancée et qui même cette saison semble être en avance puisqu'il a déjà 24 points en 27 matchs. Derrière, il y a des joueurs assez anonymes qu'on n'entend pas souvent parler, les Cam Atkinson, les Nick Foligno, les Brandon Saad, qui mènent l'équipe de main de maître jusqu'à là. Et surtout, il y a Sam Gagner. Alors Sam Gagner, vous le connaissez, bien entendu. Si vous suivez un peu la NHL, il était d'ailleurs chez les Flyers l'an dernier, si je ne m'abuse. Il a signé cet été du côté de Columbus pour un montant dérisoire. Alors, j'ai plus le montant précisément en tête, mais il me semble que ça dépasse même pas le million de dollars. Et il a déjà 650 000, je crois, de mémoire. Combien tu dis ? 650 000, je crois. Voilà, 650 000, il me semble que c'est ça, ouais. Il a déjà inscrit 12 buts, donc c'est aussi une histoire assez ahurissante du côté de Columbus, le fait que Sam Gagner arrive à planter du but. Enfin bref, tout ça pour prouver que cette équipe de Columbus, actuellement, elle est sur une bonne série. Il me semble qu'elle est sur 7 matchs consécutifs avec des victoires. Et voilà, une équipe que l'on n'attendait pas forcément et qui, au final, est en train de mener sa barque gentiment dans cette conférence Est. Carrément, ouais. Ouais, c'est assez étonnant. Et moi, je me dis, c'est quand on revient quelques semaines en avant, voire quelques mois plus tôt, on se rappelle de l'état de Tortorella après le fiasco de la Team USA à la Coupe du Monde. On se dit, voilà, on va pas dire qu'il est au fond de la cave, mais bon, il est pas au mieux, quoi. Et de se dire qu'après ça, justement, il arrive à rebondir très bien. Avec une équipe, comme tu l'as dit, qui tourne très bien, des jeunes joueurs. Je pense qu'on en avait parlé déjà dans une autre émission du petit Werenski, ouais, qui a tout juste 19 ans, je crois, et déjà 18 points en 27 matchs. C'est ça, pour sa première saison NHL en plus. Hein. Sous les ordres de Tortorella,
à 19 ans, arriver à s'imposer et à être performant, je pense que là, on tient un joueur. On tient vraiment un joueur avec Werenski. Après, pour le reste, quand on regarde le line-up de l'équipe, il est pas dégueulasse tant que ça. Hein. Vous avez Atkinson, Brandon Saad, tu disais, Scott Hartnell qui reste malgré tout un joueur. C'est plus le Hartnell des Flyers, mais ça reste un joueur qui est intéressant. Foligno, ben voilà, il est toujours là. Seth Jones qui est arrivé de Nashville. Ouais. Pareil, ça reste un joueur hyper dominant cette année. Ils ont une brigade défensive vraiment solide. Devant le filet, Bobrovsky, c'est pas un top goaler, mais quand il est en feu, c'est un gardien qui laisse passer très très peu de palais. Donc non, c'est une équipe qui est bien construite, qui est homogène, un bon mélange d'expérience. Ça peut être une équipe qui fasse une surprise cette année en série. Alors t'en parlais là justement de Sergei Bobrovsky, et j'ai oublié de le dire, il réalise quand même un début de saison lui aussi assez incroyable, surtout quand on connaît les dernières saisons qu'il a eues qui étaient assez risibles. Là, il est actuellement en 93% d'arrêt pour même pas 2 buts encaissés par match. Lui aussi, je pense qu'il est une très grosse raison de pourquoi Columbus est dominant en ce début de saison. Alors, il y a sûrement eu quelque chose, je ne suis pas assez connaisseur de l'effectif de Columbus pour savoir qu'est-ce qui a pu changer du côté de Bobs, mais voilà, enfin, je pense que sa dominance là, qu'il a en ce début de saison a largement contribué dans les succès actuels des Blue Jackets. Et tu le notais aussi en parlant de l'effectif global de Columbus, c'est très homogène, quoi. Il y a aucun joueur qui semble dépasser, qui semble être une superstar déjà établie. Ça reste très homogène et c'est très étonnant de voir cette équipe réussir quand on sait surtout que l'an dernier c'était paré de leurs joueurs qui étaient entre guillemets leur cornerstone, qui était Ryan Johansen qui est parti du côté de Nashville, donc et en retour ils ont eu Seth Jones. Donc voilà, c'est assez étonnant et moi en tout cas je suis très très agréablement surpris de cette équipe de Columbus. Ouais, c'est une équipe qui surprend effectivement. Je suis le premier surpris. Je pensais pas effectivement que l'effectif sous la patte de notre cher ami Tortorella arriverait à gagner autant, malgré qu'il y ait du talent sur la glace. Hein. Ça n'a jamais été remis en question. Mais je pensais pas que la mayonnaise aurait pris autant, je dois l'avouer. Mais le talent autant a supplanté un petit peu les méthodes de Torts. Alors ça veut pas dire que Torts va forcément faire long feu dans la boîte. Voilà, c'est ça. On sait qu'il a une durée de vie assez courte, donc si ça peut très bien marcher l'année prochaine, il peut très bien se faire canner la saison suivante. Rien n'est acquis avec Torts. Mais sur la glace, oui, il y a du talent. Après, on parlait de Bobrovsky, c'est vrai que j'ai tendance à penser qu'il arrive tout simplement à maturité. Je pense qu'il a bouffé son pain noir. Faut pas oublier qu'il a quand même gagné un Vezina sur la saison écourtée lors du lockout, mais il était là, il a un Vezina dans le placard. Et je pense qu'il arrive tout simplement à maturité et qu'il est là à 28 ans, il commence à être vraiment dans le pic de perf des gardiens en général. Il est mature, il a une bonne équipe devant lui, il a une très belle brigade défensive avec, effectivement, on l'a mentionné avec Werenski, qui est un des jeunes les plus prometteurs du circuit aussi, hein, qui a été repris juste derrière Provorov, puisqu'on en parlait, les deux étaient comparés en permanence lors de la draft en juin dernier. On savait tous que ces deux-là étaient déjà très talentueux, très costauds, et ils auraient sûrement une très belle carrière à la NHL, sauf accident ou sauf gros bust. À côté de lui, effectivement, on a Seth Jones qui est vraiment bon, on connaît tous avec beaucoup de talent, etc. Et derrière, un mec dont on parle un petit peu moins, mais qui commence un petit peu à sortir du diable mauvais aussi et un peu se refaire la cerise, c'est Jack Johnson. Et Jack Johnson qu'on a enterré maintes et maintes fois, et qui là, je sais pas, il trouve une deuxième jeunesse, il se fond un petit peu plus dans le moule, et c'est une des grosses raisons aussi pour lesquelles la défensive des Jackets c'est vraiment costaud et efficace. Donc ça c'est vraiment le petit clin d'œil sympa de revoir Jack Johnson à ce niveau-là, parce que lui qui était vraiment estampillé comme étant une future grosse star en défense et qui a jamais vraiment livré la marchandise à fond, là il fait mentir un peu tout le monde. Alors peut-être que c'est aussi l'influence de Torts finalement qui le
le motive, dans lequel il se sent bien, peut-être, je sais pas. Mais surtout aussi qu'il s'est débarrassé de ses problèmes hors glace qu'il avait. Il avait des problèmes d'endettement. Je sais pas si beaucoup d'entre vous ont suivi, mais il y avait des soucis avec ses parents d'endettement. Ça s'est réglé, je crois, l'an dernier. Donc peut-être que ça aussi, ça joue beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai, effectivement, il a eu des gros problèmes de pognon avec ses parents qui, grosso modo, l'ont ruiné, pour faire court. Il y a des problèmes d'investissement foireux et effectivement, il s'est retrouvé, il peut paraître dingue pour un joueur de NHL, mais il s'est retrouvé quasiment sur la paille, avec des dettes colossales. Pour un mec qui gagne des millions de dollars, ça donne quand même une bonne échelle de ce qui a été perdu en cours de route. Mais effectivement, ça s'est solutionné là, l'été dernier, ou je sais plus trop quand, et effectivement, ça a dû le libérer d'un poids, de se dire que bon, maintenant, il pourrait vraiment se consacrer au hockey sans avoir d'arrière-pensée. Ça a dû jouer effectivement pas mal. Et puis je termine juste sur la petite histoire de Sam Gagner. Effectivement, alors j'avais personnellement un bon petit feeling sur lui avant le début de la saison, parce que j'ai failli le prendre dans mon pool aussi, auquel on participe tous les trois entre nous. J'avais un bon petit feeling et je me dis voilà, effectivement, il avait tout à y gagner, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il avait un gros contrat merdique à Philadelphie qui a fait qu'il a même été faire un tour dans les mineurs, il est revenu, il est reparti. Il était agent libre sans restriction, donc il a été libre de signer où il voulait. On n'avait plus de place pour lui à Philly, mais c'est quand même un joueur qui avait du talent et qui, hormis son contrat merdique, n'aurait jamais dû descendre en mineur l'année dernière. Ça, c'est certain. Donc là, effectivement, il a choisi l'option de je prends un contrat tout petit au Jackets pour me refaire la cerise, pour prouver à tout le monde que je peux faire quelque chose. Un contrat court d'1 an. Je crois c'est pas 2, c'est un seul, je crois. Et voilà, et je vais prouver à tout le monde ce que je joue. Et il joue sur le power play, il marque des buts, il y a 12 buts pour l'instant marqués en 26 matchs, dont 4 buts en power play pour l'instant. C'est la belle petite histoire, mais je suis pas surpris parce que voilà, il a du talent et il méritait mieux que de finir à la cave dans les mineurs. Donc c'est encore l'exemple d'un joueur, d'un bon joueur qui a signé entre guillemets un contrat trop gros pour lui et qui s'est fait niquer, si je puis dire. C'est ça. Voilà, on est une année ou deux un petit peu moins bonne et qui du coup son contrat l'a plombé. Trop gros, pour en venir à Sam Gagner, pardon. T'as raison, c'est un contrat d'1 année pour $650,000. C'est ça. Donc voilà, il a tout à gagner. Jarmo Kekalainen, le DG des Jackets, c'est ce qu'il attend aussi l'été prochain s'il continue comme ça. Donc il aura une belle augmentation, il aura un contrat de 3 à 4 ans peut-être. Il aura mérité aussi, mais voilà, je pense pas qu'il va signer pour 6 millions des patates, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est la belle petite histoire. Et puis bon, je mentionne juste aussi Alexander Wennberg, qui est Wennberg, pardon, je massacre son nom en suédois. Alexander Wennberg, qui est ici, on le savait tous quasiment, très bon prospect aussi, et qui confirme bien avec 24 points en 27 matchs. Très mature, ce sera pas un grand buteur, ça c'est sûr, mais par contre c'est un très bon playmaker et c'est vraiment le centre qui va pas trop faire oublier, enfin qui fera oublier Ryan Johansson. Si les Jackets l'ont cédé, il y avait bonne raison. Donc c'est lui qui va prendre le leadership et qui sera le centre numéro 1 sur cette équipe dans le futur, ça c'est sûr. Ouais, ils ont, je pense, grandement parié là-dessus du côté de Columbus quand ils ont fait l'échange donc de Ryan Johansson la saison dernière. Ça n'a pas été fait au hasard. Voilà, ça n'a pas été fait au hasard. Il y avait déjà des prémices dans le jeu de Wennberg sur les 2 dernières saisons. Et d'ailleurs, on voit que Johansson en arrache quand même pas mal aussi à Nashville. Ouais, ça a été compliqué pour lui en début de saison. Même s'il revient bien là dernièrement, en effet, il en arrache. Il revient bien, ouais. Mais il a pas démarré en trombe comme on pouvait le penser, bizarrement. Mais pour l'instant, c'est plutôt Columbus qui est gagnant. Ok, parfait. On a terminé, je pense, cette première partie news du podcast. On a été assez long, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et donc, sans transition, on va passer de suite à la deuxième partie qui est consacrée, comme chaque fois, au débat. Allez, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de ce podcast numéro 6, la partie débat, comme à chaque fois. Et ce soir, on s'intéressera donc à 2 débats bien distincts et on va attaquer de suite avec le premier. Et le premier, on va se consacrer ce soir à l'arbitrage NHL et plus particulièrement à l'arbitrage vidéo qui, depuis quelques saisons a été développé du côté de la NHL avec l'introduction notamment des Coaches Challenge, c'est-à-dire des
des contestations sur des décisions arbitrales de la part des entraîneurs, et surtout sur le fait que voilà, la répétition des coachs challenge et surtout de l'arbitrage vidéo tend à saccader beaucoup le jeu. Donc ce soir, on a voulu s'intéresser donc, sur l'arbitrage vidéo dans son ensemble. On va avoir un débat là-dessus, savoir si l'arbitrage vidéo en NHL est devenu un problème ou si alors il est plutôt une solution concernant les décisions qui peuvent être des fois litigieuses de la part des arbitres. Alors les gars, je vais me tourner de suite vers vous. On va parler ça globalement. Je vais lancer, je ne sais pas lequel d'entre vous, celui qui veut, votre avis sur l'arbitrage en soi et sur le fait de savoir s'il est réellement, actuellement, comme il est développé, un problème pour l'évolution de la NHL dans le futur. Je dirais pas que c'est un problème. La vidéo, c'est avant tout un avantage. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le hockey sur glace a été le premier sport à avoir mis en place la vidéo. On le sait tous, le hockey est le sport collectif le plus rapide au monde. Qui plus est en NHL d'ailleurs, où tout va beaucoup plus vite. C'est un outil qui est formidable pour les arbitres. Maintenant, j'ai envie de dire, trop de vidéos tue la vidéo. On l'a vu pour comparer au rugby, où au rugby, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Même un essai où on voit clairement que le ballon est plaqué au sol, on va quand même demander l'arbitrage vidéo pour éviter tout problème. Mais j'ai l'impression qu'au hockey... Chaque essai, on l'utilise au rugby, maintenant. Voilà, c'est ça. Là maintenant, je me dis, pour n'importe quoi au hockey, bam, on va demander un challenge. Moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est que un but est marqué et on va demander un challenge pour savoir si le joueur qui a franchi la zone offensive n'était pas hors jeu. Donc on va faire des ralentis en veux-tu, en voilà, on saccade les matchs, ça tue les rythmes. Ça en devient même pesant pour le téléspectateur parce que il est complètement, on va dire, ça devient un match soporifique. Le hockey où habituellement ça bouge tout le temps, c'est vivant. Là, c'est complètement saccadé. Il y a des vidéos tout le temps. En veux-tu, en voilà, constamment. Donc moi, ce que je reproche un peu à cette nouvelle façon de faire, c'est que on l'utilise trop et pas forcément à bon escient. Alors après, on va dire que quand ça concerne son équipe que l'on supporte, on va dire que oui, c'est une bonne chose de l'utiliser. Mais je pense pas que ça favorise la bonne. C'est pas forcément une bonne chose. Voilà, je savais pas comment m'exprimer par rapport à ça. C'est pas forcément une bonne chose. Je pense qu'il faut quand même malgré tout, il y a la vidéo, mais garder un côté humain. Avoir la vidéo pour une charge illicite où vraiment ça devient quand même assez dangereux, où on peut exclure le joueur, à savoir si le palais est rentré. Parce qu'on le sait des fois sur des one-timers, le palais fait une gamelle, on se demande si le palais est rentré oui ou non. Ça, pour ces choses-là, oui. Par contre, pour les challenges, savoir s'il y a un hors-jeu qui s'est passé 10 minutes plus tôt pour ne pas accorder le but, ça non. Voilà, moi c'est là-dessus que je voulais dire. Après, c'est vrai que c'est très particulier et c'est toujours sujet à interprétation. Alors, tu parlais surtout du côté humain, mais j'ai envie de dire le côté humain, quand même, tu as introduit la vidéo, il est quand même là, parce que c'est quand même un œil humain qui, derrière, de par la vidéo, va venir vérifier si, en effet, il y a eu hors-jeu, il n'y a pas eu hors-jeu, si le palais est rentré, il n'est pas rentré. Enfin, bref, j'ai l'impression qu'on passe... Ouais, mais l'arbitre se dédouane. Voilà, l'arbitre se dédouane, en effet. Lui, il se dédouane sur quelqu'un d'autre qui, au final, est aussi un humain et donc va avoir une interprétation de ce qui s'est passé à la vidéo. Donc, quand il arrive en fin de ligne, c'est une interprétation. Mais le problème, je pense que c'est surtout qu'on va poser un microscope sur certaines situations et au final, on va encore créer des interprétations. Par exemple, tu vas avoir un palais qui va être plus ou moins rentré et qui va être au bord de la ligne. Mais pour certaines personnes, ça va être but parce qu'ils vont avoir une partie blanche. Pour d'autres, ça va pas être un but parce qu'ils vont voir que ça mord encore sur la partie bleue. Il y a toujours un sujet d'interprétation et le problème, et tu l'as bien noté de la vidéo, c'est que ça va venir saccader un match. Une équipe qui va créer un momentum, qui va commencer à dominer l'autre équipe et l'autre équipe va avoir une situation litigieuse. Paf, tu as introduit la vidéo, ça peut prendre du temps par moment et ça peut te casser un match et ça peut te changer de tout au tout un match. Ou alors, dans un cas où il n'y aurait pas eu la vidéo, mais peut-être que le match aurait continué en faveur de l'équipe qui gagnait en momentum et qui allait de l'avant. Donc moi, c'est clairement ce souci-là que j'ai avec la vidéo, c'est le fait que ça saccade les matchs et ça va induire des situations qui peuvent être des fois soumises à interprétation et qui vont créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas par moment et c'est généralement le cas au hockey, c'est le hors-jeu qui pose problème parce que le type est hors-jeu d'un micromètre.
il va pas y avoir de but. Alors que si tu prends le jeu en soi, voilà, d'un œil humain quand il se déroule, t'as pas l'impression que le gars est en jeu. Mais si tu regardes réellement au micromètre, oui, en effet, il a son patin qui dépasse d'un demi-centimètre et qui le rend en jeu. Pour moi, le problème, il est là, c'est que la vidéo va venir créer des problèmes où, par moment, il peut pas y en avoir. Alors, tu l'as dit, ça peut aussi aider. Quand il y a un but qui a gamelle, ben en effet, voilà, tu vois pas forcément, ok, il y a but. Mais le problème, c'est que quand tu introduis la vidéo pour savoir s'il y a but ou s'il n'y a pas but, ben forcément, c'est soit tu l'introduis pour dire s'il y a but, mais que ce soit sur un palais qui dépasse d'un micromètre de la ligne ou qui fait gamelle, soit tu l'introduis pas. Enfin, il ne peut pas y avoir de demi-mesure, je pense. La vidéo, c'est un grand débat, ça se déroule actuellement au football, il y a des partisans pour, des partisans contre. Ok, tu l'as dit, ça fait un moment qu'on l'a. Le problème est que cette règle sur, par exemple, un but, soit tu l'introduis pour moi, soit tu l'introduis pas, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Savoir s'il y a un but, s'il n'y a pas un but, que ce soit un one-timer ou un palais qui franchit la ligne d'un micromètre. Je pense que pour ça, il faut. Je pense que pour le but, en l'occurrence, faut laisser. Tu vois, comme on en parlait, la gamelle, il y a eu encore le coup. Mais si tu le laisses le pour match la gamelle, t'es obligé de le laisser aussi pour le palais qui va dépasser d'un chouïa. Ah mais ça, bien sûr. Ça, faut le laisser. Après, ça s'appelle de la mauvaise foi. Je veux dire, tout le monde le voit. S'il commence à avoir quelqu'un de chichiteux, voilà. Ouais, pour moi, c'est de l'interprétation, Julien, je pense, en grande partie. Ouais, je sais pas. Pour moi, il y a une grosse part de mauvaise foi. C'est ton équipe, une équipe que tu peux pas blairer, machin. Tu vas voir un poil de cul sur la partie bleue. Tu vas dire non, il faut arrêter. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est le fait de couper le jeu, saccader le jeu, faire des challenges en veux-tu en voilà, je pense que là, il va falloir que la ligue revoie la chose. Ouais, ça devient une nouvelle arme maintenant entre les mains des entraîneurs pour en gros demander un time-out qui n'est pas un time-out. Le problème. Ou alors leur donner au coach un nombre de challenges par match. En fait, ils ont entre guillemets un peu un nombre de challenges puisque s'ils font une challenge que challenge ça pas vrai, ils le perdent. Donc bon, l'un dans l'autre, voilà. Mais voilà. En soi, oui. Justes... Mais justement, leur mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois qu'ils demandent un challenge, quoi. Ouais. Erwan. Perso, j'enlèverais directement ces challenges de merde, très franc, parce que franchement, ça sert à rien, ça casse les pieds de tout le monde. Effectivement, je suis un gros partisan de la vidéo, surtout au foot, où c'est quand même, par exemple, là où le bal blesse le plus, parce qu'on a tellement de simulations, de conneries du même genre que la vidéo nous sauverait quand même pas mal certaines âmes. Mais c'est vrai qu'en hockey, ça fait partie de notre sport. Partie de l'étiquette, on sait que l'arbitrage vidéo est là et qu'on peut être cité à comparaître si on fait un mauvais geste, on peut utiliser la vidéo voir si un but est validé ou pas, etc. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu Julien sur les coups des hors-jeu, ça me rend complètement cinglé quand je regarde un match de voir qu'à chaque fois on va venir pigner pour est-ce que le mec il avait pas un demi-bout de patin, un bout de lame qui traînait un bout sur la bleue et qui fait que ça invalide le but. Enfin, c'est vraiment de l'abus parce qu'on parle quand même d'un sport où les mecs sont lancés à je sais pas combien de kilomètres sur la glace, où tout va très très vite. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va nous faire chier, pardonnez-moi, pour un micron de dépasser? C'est pas ça qui a empêché le but aller au bout de la patinoire d'arriver. Donc c'est vraiment, je suis vraiment totalement contre cette histoire de challenge. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Ça met un bordel pas possible, ça fait perdre du temps à tout le monde lors des matchs, ça énerve les fans, ça énerve tout le monde. Je pense que vraiment c'était une très très mauvaise idée de mettre ça. Alors la vidéo, oui, il en faut, mais ouais, point trop, il en faut juste la bonne dose, de façon à éclaircir les doutes quand il y en a. Et voilà, on n'a pas besoin de se faire une orgie de vidéos, de ralenti comme on peut le voir spécialement pour les hors-jeux, parce que c'est vraiment sur les hors-jeux que ça pose problème. Ouais. Là, tout était coupé à la loupe. Alors, est-ce que le mec, il a le patin qui est sur la bleue? Ah non, finalement, il était au-dessus de la bleue. Il est plus en contact avec la bleue, mais ça comptait quand même. Enfin, à un moment donné, c'est bon. On va arrêter de raconter de la merde. C'est pas ça qui a empêché le mec de mettre le palais au fond à la fin de l'histoire. Donc, c'est la défensive qui a pris l'eau, ou il y a une erreur quelque part. Mais sauf évidemment si le mec il a un mètre hors jeu, je veux bien sûr. Mais là, on parle vraiment de petites distances, petits trucs. C'est vraiment c'est un truc qui me gonfle particulièrement cette saison, cette histoire de challenge là. Et après, je crois de mémoire, les coachs ont un nombre limité de challenges et s'ils les perdent, effectivement, ils perdent leur time out
sur la possibilité de faire un time-out. Mais bon, je veux dire, qu'est-ce qu'ils en ont franchement à talquer de perdre un time-out? C'est ça l'issue. Parce que je sais pas, ils en prennent pas non plus 150 par match et parce qu'ils en ont pas 150 plus par match de toute façon, mais c'est pas forcément très très dissuasif quoi. Et depuis qu'ils ont effectivement les spotters qui sont dans les tribunes et qui peuvent regarder, ils ont leur tablette juste à côté sur le banc, ils voient tout de suite est-ce qu'il y a une action litigieuse, est-ce qu'on peut éventuellement aller emmerder un petit peu à Toronto pour voir si on peut avoir un challenge gagnant ou pas et invalider un but. Je pense que ça a vraiment changé la tournure de certains matchs cette saison qui n'auraient pas forcément dû finir sur le score sur lequel ils ont fini. Pour moi, c'est une grosse connerie et ça devrait être viré purement et simplement. C'est vrai que ça a créé pas mal de flou l'introduction de ce challenge des coachs. Tu l'as justement rappelé. Mais le problème, voilà, enfin, pour moi, c'est clairement, comme l'a dit Julien, c'est le fait que l'arbitre, entre guillemets, alors quand c'est bien entendu l'arbitre qui va vers la vidéo, peut se dédouaner de ses responsabilités et mettre ça entre les mains de Toronto, quand même il y a un débat entre les deux parties. Voilà, ça, pour moi, c'est déplacer l'interprétation que peut avoir l'arbitre en live vers une interprétation que tu vas avoir derrière un écran où tu n'es pas forcément sur la patinoire pour voir comment ça s'est passé réellement, quoi. Ouais, c'est de rebondir sur le débat. non, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un abus de cette règle-là. Je pense que ça surcharge aussi la War Room à Toronto pour des trucs un peu plus qui seraient beaucoup plus utiles pour des faits de jeu plus graves que ça. Ouais, je trouve que c'est plutôt un gadget cette saison qu'autre chose et qui n'a pas vraiment fait ses preuves. Après, j'ai pas tellement l'impression de mémoire que les saisons auparavant on ait eu autant de jeux saccadés, autant de situations qui, quand même il y a de la vidéo, paraissent assez critiquables. J'ai surtout notamment en tête certains contacts avec des gardiens où par moment il va y avoir un micro-contact et l'arbitre va dire qu'il y a interférence avec le gardien. Et par moment où il va y avoir grosse charge sur le gardien, il va dire non, le gardien était en dehors de son enclave, il n'y a rien. Ça aussi, tu fais bien de le mentionner parce que c'est un truc qui m'a un peu cinglé cette saison aussi, c'est le nombre de buts refusés pour charge sur le gardien. Quand il y a charge bien avérée, que la santé du gardien est mise en danger et qu'il y a vraiment un problème on le voit assez souvent d'ailleurs les défenseurs même qui balancent les joueurs adverses sur leur propre gardien. Alors ça peut être un peu con quand même parce que c'est vraiment c'est un peu suicidaire parce que le gardien quand il est en papillon par terre il est quand même pas mal vulnérable au niveau de ses genoux, donc c'est vraiment avoir envie de payer une rééducation gratos à son gardien. C'est quand même assez fou, mais c'est vrai que le nombre de buts refusés pour le moindre contact avec le gardien, je voyais hier, j'ai un exemple, c'était Martin Jones qui s'est fait à peine toucher le bout du pad à droite et qui en fait fait un arrêt, enfin qui était avec le palais qui lui arrive sur la mitaine à gauche. Enfin, à aucun moment ça ne le gêne pour faire son arrêt. Il le fait pas, il prend le but, mais le but est invalidé parce qu'il y a un micro-contact sur le pad droit. Ah, c'était risible. Je vois le replay, je dis ouais non, on s'en fout, il y a but quoi. Eh ben non, but invalidé, coach challenge, blablabla, et on est parti. Parce que là aussi, la santé du gardien est mise en cause, bien sûr, là il faut quand même agir et protéger le gardien. Ouais. Alors, vous avez le débat tout à l'heure un peu offline sur la boîte de Cody Eakin sur England Beast, etc. Oui, là il faut faire attention et ça mérite un replay effectivement pour voir si ça s'est passé en arrière de l'action. Mais sur des buts, des fois, c'est bon quoi. C'est un sport de contact à un moment donné. Le gardien, il fait 100 kills quand il est tout équipé, tout le bazar. C'est pas un bout de crosse qui va le déranger trop, on va dire. Parfois oui, mais là aussi, point trop d'infos quoi. Parce que là-dedans aussi, la règle est assez tenue, j'ai envie de dire, parce que on n'est pas forcément savoir si on va gêner le gardien, c'est surtout savoir est-ce que le gardien est à sa place, c'est-à-dire est-ce qu'il est dans son enclave, est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce que le joueur lui est dans l'enclave, est-ce qu'il ne l'est pas. Il y a ça aussi qui rentre en jeu, et quand bien même il ne peut pas y avoir forcément de gros contacts avec le gardien, mais s'il y a ça qui rentre en ligne de mire, vidéo, ils appliquent la règle de manière assez binaire, ils voient que un joueur peut être dans l'enclave ou le gardien peut être aussi dans son enclave, il est gêné, enfin voilà, il y a ça qui se passe, et il annule le but aussi à cause de ça. C'est tout à fait ça, c'est vraiment des micro polémiques je trouve pour que dalle. C'est vraiment chercher la petite bête, et le problème avec ces challenges, c'est que ça a un peu fait entrer le loup dans la bergerie. Les coachs s'y sont vraiment rués et maintenant ils utilisent toutes les armes possibles et imaginables pour changer le cours du match. Alors que bon, il y a. Je veux dire, t'es pas avec tout ça quoi. Il y a des challenges, tu te dis mais putain, t'es en match de saison régulière quoi. Ouais. No way, mais à un moment donné, t'es pas en finale de la Cup au 7e match en overtime. C'est-à-dire faut arrêter 5 minutes. Il faut
revoir un petit peu aussi les enjeux qui se passent. Alors on va dire oui, tous les points sont importants parce qu'on fait les comptes à la fin de la saison. Je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, il faut placer les choses dans leur contexte, quoi. Ça en devient vraiment pesant, quoi. Des fois, tu perds le plaisir à regarder un match de hockey avec ces conneries-là. Et encore plus un match de play-off, étant donné qu'un match de play-off, c'est censé être un match où il y a de l'intensité, voilà. où l'action ne s'arrête pas, ça se fout et la vidéo va venir tuer certains matchs. Et puis là, j'attends de voir un peu comment les choses vont être avec cette challenge-là pendant les séries. Déjà l'an dernier, ça a fait parler de soi, puisque c'est déjà en place l'an dernier, et déjà ça a cadé certains matchs. Donc ouais, en effet, on va s'arrêter là pour le débat sur la vidéo. On va suivre de très près les évolutions qui va y avoir dessus. Alors à la dernière rencontre entre les managers généraux de la NHL, il n'y a pas forcément eu de discussion concernant une évolution sur le challenge coach. Je vais y arriver. Non, ça arrange les clubs, donc non. Voilà, pour le moment, ça arrange les clubs. Donc, pas d'évolution en vue, j'ai envie de dire, sur ce terrain-là. Mais bon, je pense que s'il y a encore des décisions un peu particulières qui s'accumulent, forcément, le sujet reviendra sur le tapis et on sera toujours là pour redébattre de cette question qui est quasiment sans fin. On va passer au deuxième sujet de cette partie débat du soir, puisque ce soir, on a deux sujets, pour une fois. On va s'intéresser à une équipe à laquelle on avait parlé alors si je ne m'abuse, sur le deuxième numéro du podcast. C'est l'Avalanche du Colorado. Alors, c'est une équipe qui, depuis quelques saisons, ne va pas très bien. On en avait parlé surtout donc dans leur partie preview de leur saison en ce qui concernait le départ de Patrick Roy, qui avait beaucoup fait parler cet été, et surtout la nomination de Bednar en tant que head coach du côté de Colorado. Et voilà qu'un tiers de la saison est passé du côté des Rocheuses et ça va pas très bien, ça va même très mal du côté de Colorado. L'équipe est bonne dernière de la division centrale. De la Ligue. De la Ligue même également. Rien ne va dans le bon sens du côté de Colorado. Aucune lumière ne semble s'allumer de leur côté. Tous les feux semblent être au rouge. Et donc on voulait parler de cette équipe des Avalanches qui connaît un début de saison totalement risible. Les gars, je ne sais pas vers qui je me tourne pour parler en premier de l'Avalanche, mais les choses ne vont pas très bien du côté de Colorado. Ouais, ça coincouille gentiment, effectivement. On pensait moi le premier, je pensais que l'équipe aurait bien mieux fait en début de saison, parce que sur le papier, le talent est là. Mais force est de constater que sur la glace, ça passe pas. Il y a un truc qui coince. Alors ils ont changé de coach, puisque notre vénérable Padroit a rendu les clés du camion. Il a été remplacé par Jared Bednar, qui de mon propre aveu était un peu inconnu au bataillon. Donc là aussi, difficile de donner la boutique à un coach qui n'a jamais exercé en NHL, qui est un pur rookie. Alors je dis ça malgré qu'on ait un coach du même genre à Philadelphie aussi, et ça se passe bien, mais c'est toujours délicat. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher, mais c'est risqué, c'est délicat. Pour l'instant, la mayonnaise n'a pas l'air de prendre tant que ça. Et est-ce que c'était la faute des deux coachs d'un coup, bizarrement, ou est-ce que ce sont les joueurs qui sont pas au niveau? Peut-être plus sûrement, ou autre chose, ou est-ce qu'il y a des tensions quelque part qu'on n'est pas au courant. Mais il y a quand même des joueurs qui livrent pas la marchandise. Ça, c'est certain. On a le trio de tête, c'est Matt Duchene, Nathan MacKinnon et Gabe Landeskog, qui sont comme les trois jeunes qui sont censés porter la franchise, qui pour l'instant ne font pas des étincelles, quoi. On attendait MacKinnon bien plus haut que ça. Il a fait une très belle première saison il y a 4 ans avec 63 points. Depuis, c'est un petit peu en deçà. Il a été blessé aussi. Il revient. Là, il est juste à 20 points en 28 matchs, dont à peine 8 buts. Bon, c'est quelqu'un qui est rendu dans sa 4e saison, devrait déjà être dominant. Il devrait déjà être là en train de prendre l'équipe sur son dos. Si c'est pas lui, ça devrait être Matt Duchene qui est plus âgé que lui, mais même Matt Duchene, on a l'impression qu'il se laisse un petit peu porter par la vague et que voilà, quand ça va bien, c'est cool. Et puis sinon, quand il y a un peu d'adversité, on le trouve plus trop. Donc il est un petit peu aussi sur un siège éjectable, l'ami Matt Duchene. Gabe Landeskog, je l'aime beaucoup, le petit Suédois, mais est-ce que c'est vraiment comme on dit, Captain Material? Moi, j'ai des doutes. On lui a quand même filé le C à quoi? Il avait 20 ans, je crois, ou ça 21 ans, c'est la grande saison.
Personnellement, j'ai déjà évoqué dans des podcasts précédents, je déteste ça parce que je trouve que c'est beaucoup trop tôt de donner autant de responsabilités à un jeune dans un vestiaire de NHL. Je trouve ça vraiment très con, surtout quand on a déjà encore des vétérans à la François Beauchemin qui sont là déjà depuis un bail, qui ont tout vu, tout vécu en NHL, qui ferait un capitaine sûrement exemplaire. On a déjà Roméguin là qui peut aussi être capitaine tant qu'on y est, franchement. Donc voilà, Gabe Landeskog, il a été blessé en début de saison, il a juste que 18 matchs au compteur et 9 petits points, mais c'est pareil, on sent pas que ce soit vraiment quelqu'un qui va être dominant, c'est pas un joueur qui va claquer 80 points par saison. Jusqu'ici, il l'a pas prouvé, peut-être qu'il le fera plus tard, j'espère pour lui, mais on sent qu'il a un plafond qui est pas très haut quand même, quoi. Donc c'est un joueur très utile, mais il manque un petit peu, c'est pas l'ailier score que l'on pensait. Il y a Mikko Rantanen qui est le prochain jeune là, qui est bon aussi avec 13 points pour l'instant en 23 matchs seulement. Donc lui aussi c'est le futur à l'aile gauche ou à l'aile droite du Colorado, mais derrière voilà, on a quand même quelque chose qui est pas mal sur le papier, mais il y a un mais ça colle pas, j'aurais du mal franchement à dire ce qui coince sur cette franchise. Vraiment c'est un mystère, on a du mal vraiment à dire est-ce que c'est vraiment à l'intérieur même du vestiaire que ça coince, est-ce que c'est au-dessus au niveau de Joe Sakic qui est le patron des opérations hockey et des relations qu'il avait avec Patrois et maintenant avec Bednar. C'est vraiment un mystère assez entier, mais pour le coup ouais, cette formation de Colorado est complètement à l'arrache, ils sont dans la cave du classement et je les voyais pas forcément être playoffable non plus comme on dit, mais loin de là. Mais je les voyais pas aussi bas que ça, quoi. Là, c'est vraiment du gâchis de talent et ça risque de sauter pas mal à la deadline si jamais ça se poursuit comme ça. Mais là, ils sont partis vraiment pour le premier choix en juin prochain. Parce que la question c'est vraiment triste. La question qu'on est quand même en droit de se poser concernant Colorado, c'est on a envie de dire, qu'est-ce qui doit arriver après, étant donné que l'équipe sort, j'ai envie de dire, d'une phase de reconstruction, ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui sont déjà introduits dans le line-up. Normalement, ça devrait commencer déjà. Alors c'est ce qu'on avait vu alors si ma mémoire est bonne, c'était en 2013. Quand ils ont fini premier de la division centrale, c'est ce qu'on avait vu un peu poindre, et jusque-là, on est resté sur notre fin. Au contraire, la vague s'est rapidement cassée et vite retombée, et on a envie de se dire, qu'est-ce qui doit attendre Colorado d'ici peu? Est-ce qu'on doit faire, tu parlais, comme disait Feu Snyder, du returning du côté de Colorado? Est-ce qu'on doit échanger certains de ces jeunes joueurs et peut-être relancer une nouvelle phase de reconstruction? Enfin bref, qu'est-ce qu'on doit faire de leur côté pour que enfin cette équipe prenne la vague, prenne l'ascendant et arrive un peu à remonter? Parce que là, saison après saison, on termine tout le temps dernier de la division centrale du côté de Colorado. Bah là, tu peux être sûr que à partir du moment où ils ont déjà giclé 2 coachs, la prochaine étape, c'est gicler les joueurs. C'est ça. Ça, c'est évident. Donc, il y en a qui vont gicler. Et sûrement des jeunes. Alors, ils vont sûrement pas virer du McKinnon, ça, je serais complètement suicidaire. Par contre, un Matt Duchene, il est vraiment sur un siège éjectable. Il a pas livré toujours la marchandise des masses. Il a pas fait des saisons non plus à la hauteur de ce qu'il aurait pu. Sa meilleure saison en carrière, ça doit faire 70 points en 2013-2014. Et bon, ok, c'est pas mal, mais sinon, c'est très très streaky comme on dit, quoi. C'est 55 points après, 59 points. On est loin d'attendre, enfin loin de ce qu'il pourrait faire. Donc lui, il pourrait très bien être un prochain gros candidat pour un gros blockbuster. Avec moi, ouais, un gros trade avec des mecs comme Zadorov aussi en défense qui ont pas l'air franchement de livrer non plus des masses les bonbons. Ouais, c'est dommage parce que quand on a un gardien comme Varlamov qui est quand même pas mal aussi derrière, on a des bons gardiens de la ligue. Franchement, c'est vrai que c'est du gâchis pour l'instant. Mais oui, la prochaine étape, c'est 2 coachs qui ont giclé, et là, la prochaine étape sont les joueurs. Donc, à mon avis, entre janvier et février, là, si la situation n'évolue pas après les fêtes, ça va commencer à décaniller un peu. Surtout que Duchesne, tu t'en parlais en ce qui concerne un échange, c'est clairement le joueur qui sera, entre guillemets, j'ai envie de dire, parmi les jeunes, le plus facile à bouger du côté de Colorado, étant donné qu'il lui reste, après cette saison, 2 années de contrat avant d'être UFA à $6 millions. Donc, il est clairement candidat pour déménager si jamais les choses ne s'arrangent pas du côté de Colorado et qu'on décide de bouger un des, entre guillemets, jeunes inamovibles du côté de l'Avalanche. Julien, peut-être ton avis sur l'Avalanche et leur début de saison? Moi, je pense à Patrois qui doit être en train de rigoler tranquillement dans son siège. Ouais. En train de se dire, voilà, on m'a viré, on m'a dit que c'était moi le problème.
Pat, il est tranquillement chez lui en train de lire un bouquin avec le pied de sa cheminée, et puis il voit le classement des Avs et il se dit, bah voilà, c'est cette bande de petits cons qui m'écoutaient pas, bah, ils en sont là. Moi, j'ai envie de tirer un premier bilan, un premier constat plutôt. Est-ce que c'est pas un échec pour le moment de la part de Joe Sakic depuis qu'il est en poste, quoi? Alors, mis à part la première saison où il est arrivé, où justement c'était en même temps la première saison de Roy, où ils avaient fait une saison exceptionnelle avec une participation en play-off. Depuis Walou, on parle comme tu parlais de trade, Higgin est déjà dans les rumeurs. Ce qui est normal, c'est sa dernière saison. Hein, donc, Voilà, donc on parle déjà d'un départ de ce joueur-là, donc il pourrait retourner soit chez les Flames ou aller à Winnipeg, si je dis pas de bêtises, je crois. Ou Edmonton aussi. C'est ça, je Voilà. Donc, tu aussi. Ouais. Donc voilà, quand tu regardes, c'est vrai, quand tu regardes l'équipe, c'est vraiment, tu parlais d'un gâchis de talent, c'est clairement, c'est le terme. À côté de ça, t'as quand même des joueurs qui sont pas forcément des tauliers de la NHL, mais qui ont fait des belles saisons par le passé. Je pense à l'ancien de Boston, Carl Soderberg, qui à Boston justement était un joueur très précieux. Qui est quand même relégué sur le 4e trio actuellement de l'Avalanche. Voilà. Quand tu sais que c'était un joueur, mais qui était extrêmement précieux à Boston. Tu parlais de Beauchemin, qui a tout connu, c'est pareil, c'est quand même un joueur qui a de l'expérience, donc je trouve qu'il y a un beau mélange de jeunesse et d'expérience dans cette équipe, et ça ne prend pas. Alors pour reparler de Sakic, on disait qu'il mettait beaucoup son nez dans les affaires avec Patrois, et que ça aurait pu aussi être une des raisons du divorce entre les deux. Est-ce que ça n'est pas encore le cas avec Bednar? Patrois, on connaît tous son caractère. Ouais. Bednar, c'est un jeune. Est-ce qu'il se laisse pas marcher sur les pieds par Sakic? Je ne sais pas. Ça peut être une éventualité par rapport à ça. Et est-ce que les joueurs ne se sentent pas perdus au final avec un coach qui n'en est pas un et qui n'a pas ce rôle-là, peut-être? Après, pour continuer de parler de Joe Sakic et de la construction de l'Avalanche, j'ai envie de dire aussi que cette équipe est assez bancale, puisque la défense, qui est le gros point noir encore cette saison, est clairement pas dominante du côté de Colorado. Eric Johnson est actuellement blessé et reste un joueur plus ou moins dominant. Hormis Tyson Berry, j'ai envie de dire, qui a réellement du futur du côté de la ligne bleue des Avs, t'as aucun gros joueur qui, semble-t-il, pourrait tenir cette équipe. Tu n'as pas de grosse brigade défensive du côté de Colorado, et je pense que le bas blesse ici. Et en plus, tu as un Semyon Varlamov qui, depuis sa saison extraordinaire et où Colorado avait fini champion de la division centrale, n'est clairement pas au niveau. Appelons un chat, Varlamov n'est clairement plus un gardien dominant. Il a juste montré une petite étendue de ce qu'il pouvait faire quand il était en confiance lors de cette saison magnifique du côté de Colorado, et depuis il s'efface complètement, il n'est plus un gardien dominant. Il est dominant avec sa femme. C'est ça. Tiens, on veut. Comme c'est mesquin. C'est très mesquin, en effet. Ouais, donc le problème, je pense, aussi est là du côté de Colorado. La défense n'aide pas forcément toute cette équipe à se mettre dans l'ordre de marche, et il y a peut-être des problèmes personnels en ce qui concerne les jeunes joueurs. Ça, j'efface pas du tout cette remarque, mais peut-être que voilà, le manque d'une défense stable et dominante empêche cette équipe d'aller de l'avant et de gagner de la confiance. Forcément, ouais. C'est forcément plausible, excuse-moi Herman, c'est forcément plausible. On sait tous qu'une défense, c'est le surtout point. Actuellement, quoi. Toutes les équipes qui réussissent ont une grosse défense. Donc, ça reste le point le plus important dans une équipe, un bon goaler avec une défense solide, quoi. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Étant moi-même défenseur en floorball, c'est sûr qu'on est les premiers à se faire vilipender si jamais on fait une connerie. Voilà. Mais effectivement, pour rebondir là-dessus sur le sujet des défenseurs, effectivement, nous les défenseurs, on est assez bien placés pour le savoir. C'est vrai que la moindre connerie, on prend cher. Mais on voit un mec comme Tyson Berry, effectivement, qui a été longtemps dans les discussions d'échange avant qu'il ne re-signe avec Colorado, où les rumeurs disaient qu'il s'entendait pas avec Patrois, ou c'était avec Sakic, je sais plus exactement. Bref, c'est aussi un petit peu la re-signature de Barry qui était quasiment en même temps avec le départ de Patrois, qui je sais pas s'il l'a provoqué ou pas, mais enfin c'était une des hypothèses, mais
Donc c'est un peu bizarre, quoi. D'un coup d'un seul, on a un joueur qui est prometteur, clairement, hein, mais qu'on met sur le trade market, qu'on est au bord d'échanger, et puis finalement on le re-signe. Il attaque sa saison, et là il en est à 13 points, ce qui est pas mal en 28 matchs, mais il affiche aussi un dégueulasse moins 12. Ouais. Donc voilà, c'est le pire plus-minus de l'équipe. Derrière, enfin c'est quoi? C'est Joe Colborn qui est à moins 10. Ça démontre pas une grosse confiance dans la boutique. Donc il y a une gestion des joueurs, il y a une gestion de l'effectif qui laisse à désirer. Et ouais, il y a sûrement effectivement que notre ami Saint-Patrick avait sûrement quelques cartes de manche et qu'il a bien vu ce qui se passait et qu'il a dit tiens, bah, finalement puisque j'ai des divergences d'opinion avec mon ami Joe, bah je vais y aller parce que visiblement ça changera pas et vous allez bien voir ce que vous allez voir. Et puis effectivement la nomination de Bednar n'est pas la meilleure chose. Alors est-ce que un changement de coach encore pourrait faire quelque chose? Pas dit ça. Se dire pourquoi pas, mais c'est pas dit. Mais pour moi ça prendrait un coach à la Tortorella peut-être. Ça, c'est ce que j'allais dire. Ou peut-être à la Gérard Galland puisque notre ami Gérard Oui. et qui est un petit peu un coach à l'ancienne. Alors pas dans la version bourrin de Tortorella, mais qui est un coach qui se débrouille quand même pas mal aussi avec les jeunes et qui a monté Florida là où ils en sont actuellement. Ça. Enfin avant c'est toujours pareil. Après si Sakic est dans ses pattes comme l'était la direction des Panthers, ça le fera chier également, quoi. Donc mais je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que Bednar est pas tout à fait à sa place dans son rôle, et il y a sûrement quelques cancers de vestiaire là-dedans ou quelques pommes pourries, comme diraient nos amis québécois, qui traînent dans le vestiaire et qu'il va falloir nettoyer avant de retrouver une équipe gagnante. Mais c'est con parce que vraiment c'est une équipe qui est pas si mal sur le papier, qui a des bons prospects, qui pourrait faire bien mieux, qui mériterait de faire bien mieux, parce que bon, ça nous laisse un petit peu sur notre fin cette équipe-là quand on a connu la grande avalanche avec Sakic, avec Foot, avec Forsberg, avec pas trop évidemment. C'est vrai que les voir retomber là dans la cave, ça fait un peu chier, quoi. Faut appeler un chat un chat. C'est dommage. Le problème aussi, surtout, et j'y reviens, je viens juste d'y penser, on parlait de la transition entre Patrick Roy et Jared Bednar. L'effectif a clairement pas bougé à Colorado entre les deux entraîneurs, donc ça alimente encore plus l'hypothèse d'un possible big trade du côté de Colorado pour au moins faire bouger les choses dans l'effectif, remuer un peu tout ça et voir si Jared Bednar peut arriver à tirer quelque chose avec certains joueurs qui peuvent être entre guillemets cancéreux pour l'équipe, partis et s'orienter peut-être sur un nouveau leadership dans le vestiaire. Ok, je pense qu'on a encore fait le tour du côté de Colorado. Alors bien entendu, cette équipe nous intéressera, je pense, un peu plus tard dans les prochains numéros du podcast tout au long de la saison. On va suivre de très près l'évolution de cette équipe, voir s'il y aura un peu de mieux ou si on continue à aller vers les bas-fonds de la Ligue nationale, et peut-être qu'on reparlera d'eux, bien entendu, étant donné qu'ils sont derniers, en ce qui concerne la draft de l'été prochain. En tout cas, nous, on a terminé sur notre partie débat pour ce soir et on va enchaîner avec la troisième partie du podcast. C'est vos questions, ce sont les questions auditeurs qui arrivent tout de suite. Allez, nous revoici pour la troisième partie et dernière partie du podcast numéro 6 et on s'intéresse donc aux questions auditeurs dès ce soir. Alors ce soir, il y en aura deux sur lesquelles on va s'intéresser. Et alors notamment la première question, c'est celle que je vais faire en première étant donné qu'on risque d'avoir, j'ai envie de dire, des réponses fleuves étant donné que la question est très 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 ouverte. C'est notre ami Brice Pierlot qui nous a laissé la question et je vous la livre telle qu'il nous l'a livrée. On voit la NHL qui a grandement évolué depuis 2000 et surtout le lockout de 2005 dans de nombreux domaines. Les bagarreurs disparaissent, l'emphase sur les jeunes et la vitesse, de nombreux joueurs qui ne semblent plus être aussi durables dans le temps, peut-être une simple impression de ma part, entre guillemets bien entendu, l'arbitrage et la NHL de plus en plus à la rue niveau constance et application des règles et suspension. Je n'oublie pas non plus le salary cap et l'influence grandissante des réseaux sociaux.
quels sont selon vous les points positifs de cette évolution, les points négatifs et ceux qui mériteraient d'être améliorés. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit changé depuis le lockout de 2004? On sait que la NHL a connu un grand virage à ce moment-là avec l'introduction du cap salarial et toute l'évolution qu'elle a eue depuis. Alors il parle bien entendu de l'influence des réseaux sociaux qui se sont développés entre-temps et qui ont bien entendu sur tout élément, que ce soit sportif ou privé, un impact forcément non négligeable. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier dans cette question assez fleuve, mais voilà, il va falloir que quelqu'un y aille. Peut-être Erwan, étant donné que c'est Brice qui posait la question, je pense que tu as forcément un avis très, très développé là-dessus. Ouais, effectivement, c'est notre ami Brice qui nous fait une bonne grosse question dont il a le secret. Disons que dans les points positifs que moi je vois, c'est alors effectivement le salary cap qui a fait quand même beaucoup de bien. On n'a plus des franchises, des powerhouses qu'on les appelait à l'époque à la New York Rangers, qui étaient capables de dépenser des dizaines et des dizaines de millions, peu importe les salaires extravagants qui étaient fournis, et du coup on avait quand même un problème de compétitivité entre les franchises. Donc le salary cap a fait quand même énormément de bien à ce niveau-là. L'autre point positif que je vois, c'est la fin de la fameuse clutch and grab era, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire donc de toute l'époque pré-lockout, pré-2005, où on pouvait vraiment accrocher un joueur, le ralentir, faire de l'interférence vraiment dégueulasse, où vraiment la part belle était faite vraiment sur le physique et pas sur le talent pur. Ce qui avait mené Mario Lemieux à arrêter sa carrière à un moment donné parce qu'il en avait tellement marre de se faire accrocher. Il avait 15 mecs accrochés à son jackstrap sur chaque mouvement. C'était devenu absolument ridicule. Donc ça a fait énormément de bien à la Ligue. C'est ce qu'on appelle maintenant la nouvelle NHL. Alors, je sais pas si le terme est vraiment bien choisi, mais ça marque quand même une césure entre sur la façon de jouer, la façon d'aborder le hockey. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus agréable visuellement de voir un match de hockey maintenant que ça ne l'était dans les années 90, un petit peu presque, je dirais presque deux sports différents, quoi. C'est vraiment, j'irais vraiment jusque là presque deux sports différents. Après l'autre côté positif, difficile à dire, mais je crois qu'on a un meilleur management des joueurs aussi, des jeunes qui sont vraiment, je pense que le niveau général des jeunes a monté de manière assez stratosphérique, et on a des jeunes joueurs qui sont vraiment très forts très tôt, et surtout en Europe. Donc ça c'est très très bien aussi. Après, un côté négatif, il l'a mentionné dans la question, c'est vrai que l'arbitrage, on l'a évoqué tout à l'heure, est quand même très très disparate, très très inconstant. On a tous d'expérience, nous en tant que fans d'équipe, de s'être fait voler un match plus ou moins important dans la dernière saison. Pas mal d'inconstance sur des décisions où on a parlé en off il y a pas très très longtemps sur les contacts avec les gardiens. Un coup ça va être toléré, un coup ça va pas être toléré. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont un petit peu à remettre en question à ce niveau-là. Après, oui, c'est vrai que les bagarreurs ont disparu, effectivement. On n'a plus d'enforcer à la Donald Brashear, à la Ty Domi, etc. Ça, c'est bonne ou mauvaise chose. La règle de l'instigateur qui avait été exactement. 2004 aussi. Hein. Exactement. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, les partisans du jeu physique trouvent que c'est un peu dommage parce que on a perdu l'impact qu'on avait dans les années 90. Personnellement, j'ai jamais été un fan des bagarres, même si ça fait partie du jeu, mais si elles venaient à disparaître et si on venait à les interdire, ça me dérangerait pas spécialement, même si ça peut choquer certains puristes, mais j'estime que voilà, quand on a n'importe quel autre sport au monde, on a les bagarres sont interdites, et voir des mecs se mettre des bourrilles dans la tronche, c'est rigolo pour certains, mais pour d'autres, quand on a des jeunes enfants ou des jeunes joueurs qui regardent ça et qui voient les autres se mettre sur la tronche, c'est pas forcément un exemple extraordinaire, j'avoue. Donc moi personnellement, les bagarres, j'ai jamais été un grand fan. Donc c'est vrai que cette nouvelle NHL a ouvert la porte à leur disparition pure et simple quasiment. On a des joueurs qui sont physiques, un peu à la Antoine Roussel, hein, comme on a en France par exemple et à Dallas, qui c'est un peu le genre de joueur un peu hybride, qui sont à la fois physiques, agitateurs, mais qui ont comme des bois de main, qui savent se dépatouiller et qui peuvent mettre des points. POINT pour le coup, mais c'est vrai que des joueurs vraiment qui étaient uniquement là pour faire le policier et protéger la star, il n'y en a quasiment plus, ça n'existe plus. Mais donc voilà, c'est vrai que c'est une question qui est assez vaste, etc. Mais sur ce qui mériterait d'être amélioré, je
Je sais pas honnêtement. Ouais, l'arbitrage très certainement. On en a longuement parlé aujourd'hui. Et s'il y a peut-être un point qui me vient à l'esprit, c'est un point purement ultra technique, mais c'est juste la pérennité des crosses. C'est vrai que depuis qu'on a changé pour des crosses carbone à partir du début des années 2000 dans ces eaux-là, les puristes me corrigeront certainement. On a abandonné les bâtons en bois ou les bâtons hybrides, etc. On a des bâtons carbone et qui font que péter tous les 4 tirs. Ça c'est vraiment aussi c'est vraiment gênant quoi. C'est vraiment c'est vraiment un truc purement technique qui me vient à l'esprit tel quel. Mais... Surtout que la crosse incassable est déjà développée. Hein. Surtout que la crosse incassable est déjà développée, mais c'est vrai que ça mériterait quand même d'être aussi. Cette nouvelle technologie qui est arrivée a permis de décupler les puissances de shoot, de frappe. C'est vrai que tout va beaucoup plus vite, plus fort. Quand on voit un Shea Weber qui est capable de tordre une crosse d'une manière totalement inconsidérée et d'envoyer des plombs à 200 km/h dans la tronche du mec en face, ça devient quand même assez fort, quoi. Donc on a quand même des risques de blessures aussi. On a des crosses qui cassent, les bouts de carbone qui partent en latte. C'est aussi quelque chose qui mériterait comme d'être amélioré ne serait-ce que pour la sécurité des joueurs aussi, parce que avoir des crosses qui cassent c'est jamais anodin. Donc ouais, c'est quelque chose qui pourrait sûrement être amélioré, effectivement. Julien, ton avis sur ce qu'a déjà dit Erwan et peut-être sur autre chose auquel il n'a pas peut-être pensé? Je le rejoins sur pas mal de points, mis à part moi je suis, on va pas dire un partisan de la bagarre. Moi je suis plus un... Oh, t'es un fan des Browns, arrête. Oui, non, mais les Browns, c'est pas dans le jeu dur, je pense. T'es fan des Flyers, Erwan, donc. Voilà. C'est ça, c'est ce que je dis. Non, oui, je suis fan. J'aime le jeu rude, j'aime le jeu physique. La bagarre, on va pas. S'il y en a pas dans un match, je vais pas me sentir. Je vais pas ressentir un manque, quoi. S'il y en a pas, voilà, c'est tout, c'est pas grave. Mais la supprimer, je pense que ce serait pas forcément une bonne chose. Alors, ok, on va tu parlais de l'image qui peut y avoir vis-à-vis des enfants, des jeunes qui pratiquent ce sport, etc. Ça peut être dangereux vis-à-vis des commotions, etc. Ouais, ça, je rejoins totalement. Maintenant, la supprimer, ça enlèverait je dirais pas ce mythe, mais la NHL, c'est aussi ça, quoi. C'est des mecs hyper talentueux avec leurs mains, hyper rapides sur les patins, mais ça reste des gars, voilà, quand il y a un problème à régler, et ben on tombe les gants et on le règle, quoi. Je veux dire, ça fait partie de l'ADN du sport, hein. C'est juste. Voilà, exactement, ça fait partie de l'ADN de ce sport. C'est tout à fait ça. Et je pense que le retirer vis-à-vis de certains fans et même majoritairement des gens, quand ils pensent, alors des fois c'est pas forcément une bonne chose, parce que quand on pense au hockey, on pense qu'à des gros suréquipés qui pensent qu'à se foutre sur la gueule. Alors tu regardes tous les matchs, tous les films qui se rapportent au hockey, c'est que des films de baston pratiquement. C'est ça. Donc, mais malgré tout, c'est comme tu dis, c'est l'ADN. On pense hockey, on pense bagarre, on pense grosse brute sur la glace, etc. Donc la supprimer, moi je suis pas pour. Moi je regrette, même si je l'ai pas assez connu et je le regrette malheureusement, je regrette l'époque des Scott Stevens où les mecs c'était des gars qui avaient de la classe, mais par contre dès qu'ils étaient sur la glace, ça s'envoyait des pralines, ça s'envoyait des boîtes mais en veux-tu en voilà, à la limite du raisonnable et du supportable. Moi je regrette un peu cette époque-là où on voit plus ça. Et maintenant une simple boîte qui reste légale malgré tout. Moi, je pense toujours à Cronwall le long de sa bande. Il va envoyer des boîtes, mais de l'espace où tout de suite on arrive, on vient pour lui casser la gueule. Non, les gars, c'est le jeu, c'est comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, dès que le jeu devient un peu trop rude, ben voilà, ça ne supporte plus, quoi. Et moi, je regrette un peu ça que la NHL soit devenue un petit peu trop tendre à mon goût. Voilà. Après, t'as aussi un effet pervers de la suppression, parce que c'est vrai que je milite pas spécialement pour la suppression. Si elle arrive, elle arrivera. Mais c'est vrai que supprimer les bagarres, c'est aussi supprimer une certaine soupape de sécurité. C'est un peu con à dire, mais c'est aussi une forme de protection de certains joueurs, parce que certains savent qu'ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi, parce que si vraiment, si je prends l'exemple du mec qui va boiter Sidney Crosby ou qui va boiter Connor McDavid, on sait très bien qu'un Milan Lucic, par exemple,
Edmonton va aller directement voir le criminel en question et lui faire comprendre sa façon de penser. Et aussi, l'autre en face va se dire, bon, je vais peut-être arrêter de commencer à chercher des crosses à McDavid parce que je sais que j'ai un ou deux zouaves en face là qui vont mettre une cible sur la tête et aller me chercher au prochain shift sur la glace. Donc ça contribue aussi à avoir une espèce de soupape de sécurité, cette façon de entre guillemets de faire sa propre police au sein du jeu. Mais oui, comme tu disais, enfin, ça fait partie de l'ADN du jeu aussi. Voilà, ça choque beaucoup de monde, mais c'est vrai que les clichés sont un petit peu souvent réducteurs en disant le hockey c'est un sport de bœufs, ils passent leur temps. La première question qu'on me pose quand je dis que je suis fan de hockey, c'est vrai que les bastons sont autorisés en hockey. Mais c'est vrai, c'est la première question qu'on te pose. T'as envie de dire oui, effectivement, mais oui, enfin, mais tu sais, mettre le palais au fond, c'est autorisé aussi, quoi. C'est ça, quoi. C'est vraiment c'est le cliché du hockey entre guillemets qui est pas très très connu des non fans. On va dire. C'est vrai que c'est. Après, pour revenir sur la question de Brice, où je vois il me parle de l'influence grandissante des réseaux sociaux, je pense que elle est grandissante de toute façon dans tous les sports, hein, cet aspect-là. Ça permet aux fans d'être plus proches des joueurs, avec leur compte forcément, leur compte Twitter, leur compte Facebook, leur compte de ce que tu veux. Ça permet aussi aux fans de suivre beaucoup plus l'actualité de leur club. Donc ça c'est franchement un point positif vis-à-vis de la NHL, comme pour nous petits Européens qui vivons ça de très loin, ça nous permet d'avoir les dernières news, de pas forcément avoir les infos tout de suite en étant sur place. Malgré tout, grâce à Internet, grâce à ces réseaux sociaux, on arrive à suivre l'actualité de la ligue, l'actualité de nos équipes, etc. Donc ça c'est un gros point positif. Après, tu as parlé de l'arbitrage, voilà, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, ce que je trouve aussi bizarre, c'est les sanctions qui sont données post-match, où là, d'un seul coup, on va dire à un joueur, finalement, ce sera juste une audience téléphonique. Puis toi, ce sera tant de dollars à payer. Toi, ce sera tant de matchs de suspension. Quand on voit certains faits et on les compare, il y a vraiment des sanctions qui ne sont pas du tout égales. Donc moi, c'est là-dessus aussi, je trouve que la NHL doit s'améliorer. Après, en règle générale, la ligue, c'est vraiment a pris un gros tournant à la suite de ce lockout de 2005. Elle s'est vraiment professionnalisée, dans le bon sens Surtout qu'elle s'est orientée vers une nouvelle facette du jeu, et on le voit de plus en plus, c'est la vitesse et la technicité. Vous avez un peu brossé tous les éléments qui se sont développés après le lockout 2004 en NHL. On a parlé bien entendu de la bagarre, et moi je rebondirai surtout sur le sujet des commotions qui a occupé pas mal la NHL après cette phase de 2004 et la lutte qu'elle a lancée contre les commotions. Alors c'est pas non plus très innocent si on a mis en place aussi la règle de l'instigateur, donc qui entre guillemets pénalise le joueur qui va venir déclencher une bagarre. C'est qu'on avait beaucoup axé à la sortie 2004 le fait que les commotions étaient principalement générées par la baston. Voilà, les joueurs qui se bastonnaient étaient généralement les joueurs les plus commotionnés. L'exemple de Bob Probert est sans doute le plus parlant dans ce sujet-là. Mais on s'est rendu compte aussi que le problème qu'on avait, on voulait tendre vers une NHL beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus spectaculaire. C'était surtout la sécurité des joueurs, et la Ligue a vu rapidement que le fait de développer cet élément-là, la rapidité du jeu, n'était peut-être pas forcément adapté aux règles et aux mesures de sécurité qui étaient déjà en place en NHL. On a plein d'exemples comme ça, et notamment le plus criant, c'était celui de Max Pacioretty qui s'était pris l'espèce de coin de glace sur le hit de Zdeno Chara. Alors loin de moi de fustiger Chara sur le hit, je ne reviendrai pas sur l'histoire bien entendu, mais voilà, c'est un exemple qui montrait que la NHL n'était pas forcément adaptée dans ses règles de sécurité et tout ce qui s'ensuit par rapport au développement du jeu vers la vitesse et vers la technicité. Et je pense que la Ligue s'est bien développée sur ce côté-là. Elle aura quand même encore certaines évolutions à faire par rapport à ça. On voit quand même que les commotions cérébrales petit à petit diminuent.
je pense que sur ce point-là, on est clairement sur la bonne route. Et voilà, enfin, il y a eu une grosse évolution de ce côté-là. La NHL est maintenant une ligue principalement technique et rapide. La bagarre, bon, j'y reviendrai pas. Vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire, là-dessus. Peut-être pour revenir sur les réseaux sociaux, t'en parlais, Julien, d'un œil principalement fan. Je pense que, permets-moi juste de tout corriger un peu, la question de Brice était peut-être plus orientée en ce qui concerne les joueurs et l'impact que ça pouvait avoir sur eux, étant donné que, voilà, tu l'as dit, beaucoup de joueurs maintenant sont sur les réseaux sociaux et bien entendu voient tout ce qui peut se dire, étant donné que toute l'information et les critiques que les fans peuvent avoir sont accessibles à tout le monde. C'est vrai que ça a une certaine influence, je pense, maintenant sur le jeu et sur la manière, la réaction de certains joueurs, ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux et l'influence que ça a sur leur jeu, que ça a, voilà, sur leur développement personnel. Forcément, ça joue beaucoup. Je sais qu'il y a certaines équipes qui n'encouragent pas les joueurs à aller dessus, voire certaines équipes qui proscrivent littéralement l'inscription sur les réseaux sociaux. Lou Lamoriello était très fort pour ça du côté de New Jersey. Voilà, ça aussi, ça joue beaucoup sur le développement des joueurs et sur leur évolution en NHL. Je rebondis juste sur sur la sécurité des joueurs. C'est vrai que tu fais bien le souligner parce que ça a quand même été un énorme progrès en avant là-dessus. Ça, c'est vrai que le travail sur les commotions, sur les hits à la tête, ça a été un énorme pas en avant. C'est vrai que je l'ai bêtement oublié dans les avant, mais tu fais très bien de le mentionner. On a vraiment passé un tournant là dans la NHL où le fait de dire tu prends un plomb dans la tête mais tu te relèves et puis tu t'es juste fait secouer les cloches et puis maintenant t'es un dur, tu remontes sur la glace. Là, ce discours-là c'est terminé et les gens se rendent compte que non, en fait ce genre de comportement-là peut occasionner des gros dégâts vraiment très très costauds. On a malheureusement beaucoup trop d'exemples de joueurs qui se sont fait sonner les cloches bien trop de fois et qui sont remontés sur la glace et qui en sont morts in fine, puisque entre les Wild Billac, les Probert, les Montador et compagnie, on sait tous que voilà, ils ont eu des problèmes de cerveau in fine parce que le cerveau s'est tellement fait secouer que Pronger aussi, on en parle, mais des oui, Pronger aussi, ouais, le cerveau s'est tellement fait secouer que ils ont un peu pris des maladies dégénératives du cerveau qui sont théoriquement réservées à des personnes âgées, quoi. Donc il y a vraiment eu effectivement une énorme prise de conscience là-dessus. Et maintenant, toutes les actions litigieuses, les coups à la tête, etc., sont scrutées, passées à la loupe et peut-être parfois trop, paradoxalement, mais de manière générale, on peut pas forcément critiquer les choses. Et je crois que même maintenant, ils ont mis aussi un protocole commotion en place là dans cette saison où voilà, il y a des spotters qui sont dans chaque arena et si jamais à la suite d'un hit, les spotters voient qu'il y a un doute, il a tout à fait le pouvoir de forcer le joueur à être sorti de la glace, sorti pour un examen, un peu comme le protocole commotion au rugby, c'est un peu le même principe. Et ça, c'est très bien. Certains joueurs ne le comprennent pas forcément parce qu'ils disent je suis quand même moi le mieux placé pour savoir comment je vais. Alors, paradoxalement, non, mon garçon, tu viens de te faire rincer le caisson. T'es pas vraiment effectivement en position la plus favorable pour juger de manière totalement indépendante ton état de santé. Donc non, c'est une très bonne chose. C'est vrai que c'est un gros point positif de l'évolution de la NHL sur cette dernière décennie et c'était un grand besoin pour arrêter un petit peu l'hécatombe des hits dévastateurs. Alors même si on apprécie tous un gros hit bien sec des familles, mais tant qu'il est fait dans la règle de l'art et qu'il y a pas de blessure à la tête ou quoi que ce soit. On va passer maintenant là. On va dire gentiment, un os cassé, ça serait pas un cerveau cassé, malheureusement. C'est ça. C'est beaucoup plus compliqué en effet, et ça peut carrément casser la carrière de certains joueurs. On a parlé de Pronger, on peut aussi parler de Marc Savard. Les exemples ne manquent pas. Pierre-Marc Bouchard aussi, tout à fait. Au Wild, qui a été bien ramassé aussi. Ouais. Tout à fait. On va passer à la deuxième question de la soirée que les auditeurs nous ont laissée. C'est une question de Mathias Assé qui nous a laissé ça sur le compte Twitter
donc de zone NHL. Il voulait une petite réaction nous concernant au sujet de l'énervement de Carey Price à l'endroit de Kyle Palmieri. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. Pour faire simple, c'était donc dans le dernier match Montréal-New Jersey, vous vous en doutez. Il y a eu un rush à la cage de la part de Palmieri qui a été entre guillemets, même pas entre guillemets, littéralement poussé par Jeff Petrie sur son compère Carey Price, et donc en se relevant, Price a eu une réaction d'énervement qui était une belle réaction d'énervement en donnant 3 ou 4 coups de plaque dans les côtes du pauvre Palmieri, qui s'était retrouvé là alors qu'il ne le souhaitait pas. Il faisait juste un rush à la cage pour essayer de marquer. Il s'est retrouvé sur Price poussé par Petrie. Et donc, son plein gré. Voilà, exactement. Et un énervement assez disproportionné, j'ai envie de dire, de la part de Carey Price qui littéralement qui a matraqué Palmieri sur la glace. Donc, et aussi d'un point de vue global, nous signale Mathias, il voudrait notre avis sur les gardiens, leur sécurité. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus, on en a parlé tout à l'heure concernant la vidéo et le contact qu'il y a avec les gardiens, on voit de plus en plus de charges sur les gardiens. Alors, on en a beaucoup à l'esprit. Il y a celle-ci de Palmieri supplémentairement. Pour revenir, hier soir, il y a eu la charge de Cody Eakin à l'endroit d'Henrik Lundqvist derrière sa cage, qui a laissé planer le doute d'une commotion cérébrale concernant le portier suédois. Bref, les exemples ne manquent pas et c'est vrai que le sujet est assez intéressant et on peut développer, les gars. Je ne sais pas qui c'est qui veut en parler en premier. Pour en revenir sur l'affaire Price, je pense que sa réaction, comme on en parlait avec Erwan Hoff, c'est plus par peur, par crainte, quoi. On sait, il a été blessé au genou. Voilà, il a eu tellement peur de retourner encore une fois au placard. Donc on sait que ça a été très long pour lui et surtout pour Montréal quand il n'y a pas Price dans les cages. Donc voilà, il y a eu cette, à mon avis, la peur et puis l'énervement. On peut mettre ses faits sur le coup de l'émotion. Voilà, exactement. Après, pour la protection des gardiens, moi je serais partisan alors bien sûr on va reparler de la vidéo, de voir où le gardien est touché. Si le gardien n'est pas dans sa zone, comme était hier Lundqvist où il va chercher le puck derrière sa cage, moi je vois pas de raison de forcément tout de suite vouloir exclure le joueur. On va voir déjà où le joueur a touché le gardien, bien sûr, on dit si c'est à la tête ou quoi que ce soit. Mais là, le gardien n'est pas dans sa zone. Il est un 6e joueur, on pourrait dire. Pourquoi le joueur n'aurait pas le droit de le boiter ? Il n'est pas dans son enclave, en somme, c'est ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça, il n'est pas dans son enclave. Après, un gardien qui est dans son enclave, qui est sur ses appuis, prêt à faire un arrêt ou quoi que ce soit et on vient le charger, là je suis d'accord, il y a sanction. Par contre, un gardien qui va chercher le palais derrière pour essayer de le relancer proprement à ses défenseurs le long de la bande, moi je vois pas d'inconvénient. Le gardien fait action de jeu. Si c'est une charge correcte et non à la tête comme on aurait pu le voir hier, moi je suis pas contre le fait de ne pas sanctionner le joueur. Protéger les gardiens, oui, mais quand ils sont dans leur zone, dans leur enclave. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ça peut être un peu sujet à l'interprétation. Après, en ce qui concerne la vidéo, moi je serais très curieux de voir comment tu voudrais introduire ça, étant donné que généralement c'est dans le faux du jeu, donc il n'y a pas forcément d'arrêt de jeu, et que revenir là-dessus changerait tout ce qui se passe par la suite. Enfin, ça c'était une autre histoire, j'ai envie de dire. Mais ouais, peut-être. Après, il faut aussi dire que les gardiens, c'est assez particulier en ce qui concerne l'environnement de jeu, étant donné qu'ils sont assez enfermés dans leur casque, donc tu n'as pas forcément de bonne visibilité du jeu, voir si le joueur arrive sur toi, te préparer au hit. C'est assez particulier, donc c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une protection. Plus protégé qu'un joueur aussi. Hein. Ils sont plus protégés en soi, mais si tu veux, en termes de, je parle proprement de commotion, généralement ce qui va causer la commotion, c'est le fait que tu t'attends pas au hit et du coup que tu vas partir d'un coup d'un côté, et c'est ça qui va te faire voir ton petit chandelle. Le problème, je pense, est là pour les gardiens, étant donné que certes ils sont surprotégés, mais de deux, ils sont dans une espèce d'enclave dans leur casque et c'est très compliqué pour eux de voir ce qui peut se passer du moment qu'ils jouent le palais. Après, à voir comment ça doit être adapté, en effet, mais le statut du gardien reste en soi, quand même si c'est un 6e joueur, c'est essentiellement un joueur comme les autres sur la glace, il reste particulier. Intouchable peut-être pas, mais il reste forcément particulier. Ouais. Non, c'est vrai que la vision du gardien sur la glace est particulière, et c'est vrai que le casque restreint pas mal cette vision. C'est vrai que
sans avoir expérimenté sur la glace, mais même au floorball, c'est un peu la même chose. Peut-être qu'on met le casque, effectivement, on se rend compte à quel point on voit pas grand-chose et qu'on a déjà la grille sur le museau et rien que déjà pour trouver la balle, c'est déjà compliqué. Alors, des fois, c'est vrai que pour éviter de se prendre un mec sur le buffet, c'est là encore plus. Alors pour rebondir sur l'affaire Price hier, effectivement, comme disait Julien, je pense que effectivement c'est plus de la peur qu'autre chose parce qu'il s'est fait bien embarquer le genou effectivement dans l'affaire et heureusement il a glissé. Non, il est pas resté bloqué, donc il a pas été blessé, mais c'est vrai que c'est plus une réaction, je pense, un peu épidermique. De peur de devoir être de nouveau sur le carreau là-dedans. Après c'est vrai que bon, il a bien séché l'ami Palmieri, il a mis une bonne palanquée de mandales dans le groin, dans les côtes derrière, il a bien pris cher. Mais je pense que quand on regarde après la vidéo, on se dit que Price aurait pu faire la même à son pote Jeff Petrie, son défenseur, parce que c'est bien lui qui balance Palmieri sur son propre gardien et qui le met vraiment en danger, donc c'est assez con là-dessus. Sur Lundqvist et sur Ekin, on voyait effectivement, alors Henk est derrière son filet, Ekin n'avait pas forcément besoin d'aller le boiter comme il l'a fait là, il aurait très bien pu s'abstenir aussi, c'est un peu idiot de sa part. C'est surtout la violence de la comment il arrive. Ouais, mais je pense honnêtement que Henk il doit en rajouter un peu parce que le connaissant, il aime bien faire un peu de cinéma. Ouais. Il est un petit peu acteur aussi, et il joue un peu son jeu parce que bon, quand on le voit derrière, il se relève, il est pas sonné, hein. On voit clairement que il regarde son physio qui vient le voir, il dit ouais bon ça va, on va attendre un petit peu, on va laisser calmer un peu les choses, mais on voit qu'il est pas forcément séché parce que sur le ralenti, il prend bien la boîte dans le buffet, il la prend pas du tout à la tête. Il y a le casque qui vole, qui est assez spectaculaire, mais voilà. Il y a eu un protocole de promotion quand même, si je ne m'abuse. Ranta est rentré et il est revenu après. Il me semble. Pas. J'en ai entendu parler qu'il pensait le faire, mais je sais pas si ça a été effectif. J'ai pas vu la suite par contre. Mais oui, voilà, je pense que c'est plutôt un fait de jeu. Après, Cody Ekin a pris 5 minutes, il a pris une game misconduct, et voilà, ça s'est terminé là. Il n'y a pas forcément besoin d'aller tergiverser, c'est plutôt un fait de jeu pour moi, ça c'est pas beaucoup plus que ça. Après de manière générale, par contre effectivement oui, j'ai plus de problèmes avec l'exemple avec Price, c'est vraiment les défenseurs qui vont balancer des joueurs adverses sur leur propre gardien, et ça par contre ça me pose beaucoup plus de problèmes et c'est beaucoup plus dangereux qu'un Ekin qui vient boiter un Lundqvist derrière, parce que comme on disait, ouais, le gardien quand il est déjà en train de faire un arrêt ou il va faire un arrêt, il est en général déjà en papillon ou les genoux sur la glace, et le moindre contact là dans un mauvais angle, et là c'est le genou qui pète directement. Ça c'est la position de faiblesse du gardien à ce moment-là. Donc je trouve vraiment totalement inconscient de la part des défenseurs d'aller balancer les joueurs sur leur propre gardien. Enfin, je sais que moi au floorball, si je fais ça avec mon gardien, il me défonce sur place. C'est clair et net, je me prends une mandale direct. Donc non, je trouve ça vraiment très très dangereux, et je pense que la vidéo avant ça peut être intéressante dans des cas un peu litigieux, mais je pense que l'adversaire ne doit pas forcément être sanctionné pour le coup, mais c'est plutôt le défenseur qui fait la connerie qui devrait être sanctionné quelque part pour jeu dangereux. Parfait les gars, écoutez, sur ces derniers mots concernant les charges aux gardiens, c'est la fin de ce podcast numéro 6 déjà. Ça a été comme d'habitude un plaisir de le présenter, de le co-animer avec vous deux. J'espère bien entendu, chers auditeurs, que ça vous aura encore plu, tous les sujets que l'on a abordés et le format du podcast. À l'habitude, n'oubliez pas bien entendu de nous laisser vos avis et vos commentaires sur les derniers numéros. Les réseaux sociaux sont bien entendu là, sur Twitter @ZoneNHL, également sur Facebook. Je sais, j'ai eu beaucoup de remarques concernant les différents supports concernant le podcast qui est actuellement uniquement sur YouTube. J'y travaille, j'essaie de trouver le temps de vous trouver un autre moyen d'écouter le podcast plus facilement que directement sur YouTube. En tout cas, voilà, c'était le podcast numéro 6. Je pense que d'ici quelques jours, on devrait avoir un nouveau podcast qui devrait arriver, donc le numéro 7 en l'occurrence, avant que notre cher ami Julien s'en aille vers d'autres cieux pour un petit moment. Donc vous n'aurez pas de podcast pendant environ un mois, tout le mois de janvier. On reviendra normalement début février pour de nouvelles émissions. Enfin bref, voilà, ça a été un plaisir de vous présenter le podcast numéro 6. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, et en espérant vous revoir rapidement à l'antenne du podcast. Salut les gars. Salut les gars, bien. Salut, bonsoir à tous. Filled up for the champs who win the drink.
Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old